Bonsoir à tous et toutes, merci d'être là avec nous ce soir. Je remercie aussi la commune de Kems pour nous avoir mis à disposition l'espace Rénan pour cette table ronde. Ce soir, en fait, on est dans le cadre de l'organisation, on va dire, d'une journée et demie. Il y a une soirée ce soir, table ronde, et demain, toute une journée de travail autour des questions de comment gagner en autonomie alimentaire et quelle gouvernance inclusive multi-acteurs pour le projet de l'archipel de Kems, qui est démarré déjà depuis quelques temps, mais on vous en dira un petit peu plus demain. Ce soir, on ne va pas présenter le projet. Il faut venir demain, vous aurez une belle présentation du projet pour en savoir un petit peu plus. L'idée de ce soir, c'est plus d'aborder donc les deux questions que j'ai posées en introduction. Comment gagner en autonomie alimentaire et quelle gouvernance inclusive multi-acteurs. On va avoir des partages, retours d'expérience des intervenantes et intervenants qui sont là ce soir. Et l'idée, c'est vraiment de vous nourrir pour que demain, avec le projet d'archipel Kems, vous puissiez justement vous dire « Ah oui, alors comment on pourrait le développer? J'ai entendu ça hier, ça pourrait venir le nourrir de telle manière. Moi, je pourrais développer ci, développer ça, etc. » Voilà, l'idée, c'est vraiment de vous nourrir pour que demain, l'intelligence collective fasse son effet et que le projet puisse se développer. Donc je vais juste vous dire rapidement quand même, c'est un projet qui a été créé en fait à partir d'un petit collectif d'associations. Donc vous avez Grain de Sel, Colibri, je regarde Julia comme ça elle me dira si j'en oublie, Colibri Kem 68, le Gasper, Tsama et la mairie. Voilà, collectif d'associations. Les assos, c'est cela. Voilà, et soutenu par la mairie, la commune de Kems. Et je dirais qu'il y a trois enjeux dans ce projet. Le premier enjeu, c'est justement de travailler sur les questions d'autonomie et de relocalisation de l'alimentation sur le territoire. Le deuxième, c'est sur les questions d'éducation et de développement de l'enfant. Et le troisième, sur la préservation de la biodiversité et, je dirais, en lien avec l'éducation, le lien sensible à la nature. Voilà, et donc, plus de détails demain. Donc ce soir, cette soirée, elle est organisée dans le cadre d'un projet qui s'appelle Territoire d'expérimentation, dont fait partie Kems. Territoire d'expérimentation, c'est un projet qui a été initié par Colibri il y a à peu près 1 an et demi maintenant. On est allé à la rencontre d'une dizaine d'organisations qui travaillent dans déjà les questions de transition alimentaire, transition écologique, démocratique et solidaire. Donc ces organisations sont Emmaüs, ATD Carmonde, Terre de Liens, Attaque, Mouvement Sol, Ville et Territoires en Transition, Démocratie Ouverte, le Collectif pour une Transition Citoyenne, etc. Et donc on s'est regroupés en se disant, plutôt que d'accompagner chacun séparément, on va essayer de se regrouper ensemble et de mettre en commun nos expertises, nos compétences et nos réseaux pour accompagner des territoires. Et comme le nom s'appelle Territoire d'expérimentation, on expérimente, donc on s'est dit on ne va pas accompagner 150 territoires, parce qu'on n'a pas les ressources, ni les ressources humaines, ni les ressources financières, et que c'est de l'expérimentation. Donc on a décidé d'accompagner 6 territoires pour démarrer. Et donc le territoire de Kems en fait partie. Voilà, c'est pour ça qu'on organise cette soirée. On est vraiment là en soutien aussi pour accompagner le développement de ce projet. Il y a un deuxième projet qui s'associe à la soirée. Donc normalement, c'est pas moi qui devais être là ici ce soir à animer cette table ronde. Moi, je devais plutôt animer la journée de demain. Et donc le projet s'appelle 90 degrés. Vous avez vu, donc là c'est l'affiche qui est là et vous avez des numéros que vous pourrez acheter à la librairie qui sera encore juste à la sortie de la table ronde. Donc 90 degrés, c'est une petite revue qu'on sort, c'est le numéro 2, hein, c'est tout récent. C'est une petite revue pour penser et raconter le changement de cap. Et donc le numéro 2 était sur ces territoires qui s'engagent pour une révolution alimentaire. Et donc mon collègue devait être là ce soir et pour des raisons personnelles qu'il n'a pas pu, voilà, il n'est pas là ce soir, donc il s'excuse. Donc vous serez indulgents avec moi, parce que ce n'est pas moi qui ai préparé cette soirée, mais je ferai au mieux pour dérouler tout le fil conducteur. Donc ce 90 degrés, il contient, pour information, comme ça vous verrez, il est assez riche et intéressant, il contient 5 grandes parties. La première, c'est un état des lieux et des défis alimentaires en France et dans le monde. Des reportages sur une douzaine de territoires qui sont engagés dans les questions de résilience et de gagner en autonomie alimentaire. Donc il y a le Grand Angoulême, le Pays Foyen, le Grand Lyon, Plaine de Sèvres et Kems a son petit article aussi, bien fourni sur cette dynamique locale. Et puis un dossier spécial sur la pauvreté et l'insécurité alimentaire, et ensuite un récit de femmes sud-africaines qui se mobilisent pour sécuriser l'alimentation des plus précaires et pour sécuriser aussi les productions paysannes.
Voilà, donc c'est dans ce cadre-là qu'on est là ce soir, et dans le cadre d'une campagne Colibri qui s'appelle Nouvelle Ère, où justement l'idée c'est de repenser toutes ces questions suite à un premier plan des colibris qu'on avait publié en 2012. Des questions de qu'est-ce qu'on expérimente, on fait le bilan de ces 10 dernières années, qu'est-ce qui a fonctionné, qu'est-ce qui ne fonctionne pas sur les enjeux de l'alimentation et agriculture, de l'éducation, de la démocratie, de l'énergie, de l'éducation, et quelles sont les nouvelles mesures qu'on aura envie de proposer, d'expérimenter sur les territoires. Voilà un peu le contexte, comme ça vous avez un peu le contexte global de cette soirée et de la journée de demain. Et donc ce soir, on a 3 expertes et un élu local qui sont présents avec nous pour aborder toutes ces questions. Donc je vais présenter de suite à ma gauche Sophie Égé, qui est chargée de projets alimentaires dignes et durables du Pays Terre de Lorraine. Ensuite, nous avons Fatima Riahi, qui est directrice des Jardins de la Montagne Verte à Strasbourg. C'est un jardin de Cocagne, fait partie donc du réseau Cocagne. Pauline Thoman, qui est chargée de mission animation foncière et mobilisation citoyenne à Terre de Liens, Alsace. Et puis Brice Laloy, qui est un élu, membre de la commission environnement, qui est aussi un des cofondateurs du Gasper et du groupe local Colibri à ses débuts. Donc on va questionner un peu 4 leviers autour de ces questions de gagner en autonomie alimentaire. Le premier levier, c'est les questions d'installation. Donc comment on accompagne l'installation de nouveaux agriculteurs locaux sur vos territoires et comment on relocalise aussi la distribution, c'est-à-dire on produit localement mais on consomme aussi localement. Le deuxième volet, ce sera autour des questions de relier les politiques et les interventions publiques autour de la création de territoires nourriciers. Le deuxième, c'est de remettre l'alimentation au cœur de nos vies, puisqu'il faut savoir que la production dans les jardins potagers, jardins partagés, ce n'est pas un pourcentage négligeable de la consommation nationale. Et puis, le dernier volet, ce sera sur les questions de démocratie alimentaire, donc questions de démocratie et de gouvernance, comme je vous ai dit au démarrage. Donc là, pour démarrer, le premier levier qu'on va aborder, c'est ces questions de comment accompagner finalement l'installation de nouveaux paysans sur les territoires, et puis comment relocaliser la consommation alimentaire. Donc ça va aborder plusieurs volets. Il y a la question de production, la question d'accès au foncier, la question également de transformation, c'est-à-dire on produit mais il faut transformer aussi localement, et puis de distribution, notamment passant par les circuits courts pour limiter les distances parcourues, et puis questionner aussi les pratiques agricoles, donc en développant plus d'agroécologie, en décarbonant finalement le modèle agricole, et donc diminuer les intrants chimiques. Je vais commencer et poser ma première question à Pauline. Donc rapidement, est-ce que tu peux nous dire ici sur le territoire, quelle est la tendance actuelle d'installation dans la région? Et est-ce que ici, comme c'est dit d'un point de vue national, est-ce qu'il y aurait un recul de l'installation en agriculture bio? Alors bonsoir à tous et à toutes. Alors moi je travaille pour l'association Terre de Liens Alsace et on a l'habitude d'être sollicité par des personnes à la recherche de foncier agricole pour s'installer. Donc le public qu'on reçoit, c'est souvent des personnes qu'on appelle hors cadre familial, donc des personnes qui n'ont pas hérité d'un foncier agricole des parents et qui souhaiteraient développer ce type de projet. Donc moi je dirais que j'ai à peu près 60-70 contacts par an de personnes qui viennent me voir, alors à tout stade de réflexion, des gens en très grande exploration de ce monde agricole, souvent en reconversion professionnelle, et puis des gens qui sont en formation ou en train de mûrir leur projet. Alors pour les chiffres officiels, cette année en Alsace, en 2021, il y a eu 74 installations aidées. Donc les installations aidées, c'est des installations un peu particulières, puisque c'est des gens qui ont moins de 40 ans et qui se lancent sur des projets agricoles qui sont validés par la Chambre d'agriculture. Ça veut dire qu'ils s'installent sur des projets viables, sur des surfaces déjà assez grandes. Donc 74 installations en 2021, c'est clairement pas du tout l'ensemble des installations. Il y en a beaucoup plus, il y a ceux qui s'installent après 40 ans, il y a ceux qui s'installent sans demander les aides, et là sur ça on a très peu de visibilité sur le nombre d'installations totales. Donc sur ces 74 installations aidées, sur lesquelles il y a des statistiques, il y avait 30% d'installations en agriculture bio. Le chiffre il est stable et voire il augmente. On n'a pas assez de recul sur la crise qu'il est en train de vivre, sur la consommation de produits locaux
et bio pour voir tout de suite des impacts sur les installations. En tout cas, on n'a pas de vague de déconversion comme on entend souvent et ce qui est sorti dans la presse. En tout cas, ici, on trouve ça un petit peu dans les Ardennes, dans la Marne, sur les gens qui arrêtent le lait bio, parce qu'aujourd'hui, on a passé le cap la semaine dernière où le lait conventionnel est mieux payé que le bio. Mais bon, ici, c'est pas vraiment une terre d'élevage laitier, ou encore moins qu'à l'origine. Donc, on n'a pas ce cadre-là. Vous dire aussi que quand on regarde autour des années 2010, quand on regardait les formations pour adultes pour se lancer en monde agricole, en Alsace, on avait encore énormément sur les rangs de l'école des personnes, fils, filles d'agriculteurs ou conjoints, conjointes, qui cherchaient à avoir le diplôme pour s'installer. En 10 ans, le profil a vraiment évolué, puisqu'aujourd'hui, à peu près 90% des stagiaires de ces formations qui sont hors du cadre familial et qui ne s'installent pas forcément après, mais qui passent aussi par une formation pour se mettre dans le bain du monde agricole. Voilà, ça pose beaucoup de questions. Pour des gens qui ne sont pas issus du monde agricole, qui cherchent des terres, nous, on leur dit souvent qu'il va leur falloir entre 5 et 7 ans pour trouver une terre en Alsace, donc il faut s'accrocher. Ce chiffre-là, il a tendance quand même à baisser, puisque, comme vous le savez aussi, hein, plus de la moitié des agriculteurs ont plus de 50 ans. On est face vraiment à une vague de la transmission des fermes, ou de la non-transmission, hein, puisqu'avoir ce qu'on appelle transmission d'une ferme, il y a aussi beaucoup d'agrandissements, peut-être par défaut, hein, donc pas de repreneurs identifiés, puis donc les terres qui vont aux voisins. Et voilà, donc on a des gens qui cherchent, des gens qui transmettent, et des fois une grosse inadéquation entre l'offre et la demande. Des gens qui veulent s'installer sur petite surface, avec des petits troupeaux, et puis en face des grosses fermes à reprendre avec beaucoup d'investissements. Je veux dire aussi, en 2021, les gens qui se sont installés, là, 74 installations, l'investissement moyen, c'était 380 000 € pour s'installer. Et ça peut aller jusqu'à 2 millions. Donc là, on voit aussi les difficultés à trouver ces fonds pour s'installer. Et donc, Terre de Liens, nous, on a ce projet-là, cette possibilité-là d'accompagner les gens qui s'installent pour au moins financer le foncier et le mettre en location. Voilà, j'arrête là pour cette question. Merci. Du coup, à Kems, il n'y avait pas de maraîcher avant. Donc là, vous avez installé un maraîcher, vous avez créé une régie municipale. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Vous lui avez mis un terrain de foot d'1 hectare à peu près à disposition. Là, si tu peux nous expliquer l'intention. Du coup, la mairie est venue nous voir pour réhabiliter un terrain de foot. Et alors, la régie municipale, c'est pas tout à fait le terme exact. Aujourd'hui, on en entend beaucoup parler. Régie municipale, c'est un maraîcher embauché par une commune qui, en général, va produire plutôt pour la cantine du périscolaire. C'est le gros exemple qu'on voit aujourd'hui en France depuis 3-4 ans. Ici, on est sur un modèle un petit peu hybride et un peu unique. Julien va en parler dans 2 minutes. Mais l'idée, c'est qu'il est rémunéré par 50% par la commune. Et ces 50% comprennent toute la pédagogie amenée aux écoles de Kems et aussi toute la partie de production qui ira au périscolaire. Et l'autre partie, les autres 50%, sont payés par le Gasper, notre asso, donc une épicerie collaborative. Et là, le but, c'est de proposer aux habitants des produits bio et locaux. Voilà, de ramener de l'autonomie alimentaire sur Kems. Donc voilà. Et là, donc on est sur 1,6 hectare. Et puis je vais laisser le micro à Julien. Oui, du coup, je vais en profiter pour lui poser quelques questions. Ça marche, oui. Quelques questions sur ce qu'on nomme la pluriactivité. On a eu cette discussion juste avant où on fait attention au terme de ce qu'on met derrière pluriactivité. Donc il a plusieurs missions, comme le dit Brice. Et, du coup, est-ce que tu peux nous dire où tu en es sur cette partie mission maraîcher, niveau d'installation, production, mais aussi tes autres missions au sein du projet? Je mets là. Bonsoir. Comme ça, tu vois. Là, je suis dans le cadre. Bon, on m'entend. Du coup, alors où est-ce qu'on en est? Donc moi, j'étais embauché en janvier à la mi-janvier pour mettre en culture le terrain de foot et mener le projet pédagogique. Pour le moment, on est sur une phase de montage de la ferme, donc on a lancé des toutes petites des cultures de courges et de maïs, de melons et de pastèques. L'idée étant de transformer cette friche en une terre maraîchère cultivée. À côté de ça, on est en train de monter des
partenariats, on pourrait dire, avec les différentes écoles de KEMS pour travailler sur le projet pédagogique. Donc on voit quelles classes sont intéressées, sur quel format, et il y a autant de formats qu'il y a de classes. Donc c'est pas mal de temps. Et on réfléchit aussi beaucoup au montage juridique de ce projet, sur comment on fait travailler une galaxie d'associations ensemble, comment on fait pour qu'une mairie travaille aussi avec ses assos. Donc ça pose plein de questions. Comment on paye les salariés avec toute cette galaxie d'associations. Bon, pour le moment, c'est moi les salariés, donc facile. Peut-être qu'un jour, ça sera plus, j'espère. Où est-ce qu'on en était, c'est ça? Bah voilà. Et là, ça pousse. Et du coup, samedi, on verra, si vous venez aux portes ouvertes, et ben, vous verrez où est-ce qu'on en est en termes de pouces, parce que c'est très haut. Voilà. Merci. Merci. Oui, effectivement, en fin de journée, il y aura aussi un petit temps en extérieur après avoir passé beaucoup de temps à brainstormer, à réfléchir. Effectivement, et donc ce qu'ils expérimentent aussi, donc on appelle ça archipel, c'est aussi une manière de gouverner ensemble, c'est comment on fait dialoguer différents acteurs autour d'un même projet et on prend des décisions ensemble avec un niveau d'équivalence. Voilà, donc ça, c'est aussi un des enjeux de ce projet qui est assez novateur. Voilà, ce n'est pas des modes de gouvernance auxquels on est habitué à fonctionner. Si je reviens sur les questions de production locale, alors Julien est le premier maraîcher installé sur la commune de Kems, si je ne me trompe pas, mais pourtant il y a quand même des agriculteurs, des paysans qui sont présents sur le territoire. Quelle est la relation que vous avez avec les autres agriculteurs? Quel type de production? J'ai lu qu'il y avait beaucoup de production de maïs, mais quelles sont les autres filières agricoles? Est-ce que c'est vendu localement? Est-ce que c'est exporté? Voilà les circuits qui vont avec. Et est-ce que ces agriculteurs seraient intéressés aussi pour relocaliser finalement leur production et pourquoi pas changer aussi de filière si besoin pour accompagner cette montée en autonomie alimentaire? Avec le Gasper, l'idée c'était de proposer des produits qui soient produits autour de 50 km autour de Kems maximum. Donc on a essayé de rassembler alors plutôt des maraîchers, des producteurs qui font de la transformation aussi. Donc on est plutôt en lien aujourd'hui avec les maraîchers proches de Kems. Et c'est vrai que cette approche entre guillemets agricole, on ne l'avait pas quand on a monté ce projet. C'était, voilà, on vend des légumes au Gasper, comment est-ce qu'on peut en produire? Et les questions commencent à arriver maintenant finalement. Et ce soir, grâce à vous, on va pouvoir avancer aussi sur ce sujet. Et Julien aussi a été un apport très, très marquant sur ce sujet, en parlant de la confédération paysanne, en ayant vraiment cette approche agriculteur. Et il pourrait en parler mieux que moi, mais même le côté paysan, ce côté d'aménager un pays par la production maraîchère ou par la production agricole. Et donc, je suis ravi ce soir aussi d'avoir avec nous des agriculteurs, parce que cette aventure, on a envie aussi de la vivre avec les agriculteurs de Kems et de réfléchir ensemble à ce que peut être l'avenir de Kems sur une production maraîchère et agricole plus large, quoi. Voilà. Alors tu me disais que quand je posais la question du soutien de la Chambre d'agriculture locale pour accompagner justement ces installations, c'était plutôt Julien qui était en lien avec la Chambre d'agriculture. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur les liens et sur la posture aussi d'accompagnement de la Chambre d'agriculture pour accompagner l'installation? Du coup, la Chambre d'agriculture... Ouais, sinon je prends une chaise. Du coup, la Chambre d'agriculture, donc bon, vous savez, hein, c'est un organe représentatif de l'État qui gère la question agricole et qui donc gère aussi l'installation des paysans. Et on est allé les voir pour surtout aller chercher un appui technique. Ils proposent des suivis techniques sur l'installation paysanne, enfin l'installation maraîchère. Donc un apport là-dessus. Ils ont tout un tas aussi d'autres on pourrait dire produits qui vendent pour aider les agriculteurs qui s'installent. Et pour nous, c'était ça, c'était d'aller chercher un appui technique et un appui technique, voilà. Et donc, ils répondent présents et sur l'accompagnement à justement installer d'autres
d'autres maraîchers locaux en bio? Comment ça... Alors, ça dépend vachement des centres d'agriculture. Moi, je viens du Loiret au départ, et j'ai pas senti dans le Haut-Rhin, j'ai pas senti une volonté forte d'appuyer des maraîchers en bio, que j'ai plus senti dans le Loiret. Bon, c'est mon expérience personnelle, hein, mais par exemple, sur le suivi technique, par exemple, il n'y a pas de spécificité sur la bio. C'est suivi technique pour tout le monde mélangé, quoi, par exemple. Bon, c'est peut-être un détail, mais voilà, je me suis dit qu'il y avait quelque chose. Voilà. Merci. C'est peut-être pas forcément qu'un détail, si justement il y a une envie de se reconvertir ou de s'installer dans des domaines, si on a des difficultés à trouver les conseils ou une expertise locale, effectivement, ça peut faire partie des freins potentiellement à pointer et à lever localement. Alors, je vais me tourner vers Sophie Égée pour Pays Terre de Lorraine. C'est dans ce projet, cette double question de production, de relocalisation de la production et de l'installation de nouveaux paysans. Vous vous êtes posé cette question aussi, vous, comment vous y avez répondu? Quelles sont les solutions que vous avez pu mettre en place? Alors, donc, je travaille pour le Pays Terre de Lorraine et effectivement, on a répondu à cette question-là en 2015-2016, au début des discussions sur le PAT qui s'est installé sur le sud de la Meurthe-et-Moselle, donc c'est Sud 54. Et donc le Pays Terre de Lorraine, qui est la partie sud-ouest de ce territoire-là, donc c'est tout le quart sud-ouest autour de Nancy, a voulu en fait se positionner en disant... oui, on veut travailler sur l'alimentation locale, la relocalisation de l'agriculture, de l'alimentation et l'installation des maraîchers ou d'autres types de production. Mais on veut le faire aussi dans le sens de la justice sociale, de la justice alimentaire, parce que c'est important en fait de dire que la transition alimentaire, si on dit vraiment, c'est pour tout le monde, c'est vraiment pour tout le monde. Et donc notre axe de travail spécifique et mon travail en particulier, c'est vraiment sur l'accès à l'alimentation pour les personnes en précarité. Et donc il y a toutes les questions de participation et d'inclusion et de dignité aussi qui sont vraiment présentes dans ce travail-là. Et donc c'était vraiment cette idée de dire on peut travailler à la fois sur l'aspect économique, l'installation, la production, les filières, et à la fois sur la justice sociale et la démocratie alimentaire. Merci. Alors c'est justement ce point-là qu'on va aborder dans la quatrième partie, justement, de comment on inclut ces différents acteurs et on met en place une gouvernance qui leur permet justement de s'exprimer et de pouvoir être force de proposition. On a un autre exemple concret aussi avec Réseau de Cocagne et notamment les jardins de Cocagne qui met en place des chantiers d'insertion. Ils abordent aussi ces doubles enjeux d'installer des paysans, notamment par le biais de chantiers d'insertion, mais aussi les questions de relocalisation de la nourriture. Donc la première question que j'ai envie de vous poser, c'est comment vous y répondez, quelle est la méthodologie que vous mettez en place et les pratiques que vous abordez. Merci, bonsoir. Alors peut-être pour réfléchir à cette question, pour vous répondre après plutôt sur le plan pratico-pratique, le fait de penser à l'alimentation, c'est quelque chose d'exceptionnel et d'important. C'est important parce que, juste pour vous donner quelques chiffres, chaque année, enfin, sur une vie, un homme, une femme, ingère entre 45 et 60 tonnes de nourriture. Imaginez le nombre de piscines que vous buvez. Ce qui veut dire que votre machine, celle qui vous fait marcher, celle qui vous fait réfléchir, celle qui vous fait parler, celle qui vous fait bondir, celle qui vous fait partir en vacances, eh bien celle-là, elle a besoin d'un carburant. Et ce carburant, s'il est de qualité, s'il est de proximité, s'il est produit pas loin, si vous connaissez votre producteur, si c'est bio, si c'est bien traité, eh bien, vous ingérez quelque chose de qualité pour cette machine que vous utilisez tous les jours sans y penser. Donc c'est vrai que cette question de l'alimentation, elle est primordiale pour les populations. Je suis contente que dans une ville, alors il y en a une autre à Wangenbourg, à Strasbourg, qui pense comme vous, mais je suis contente que sur une ville dans le Haut-Rhin, on puisse penser installer une production en maraîchage bio pour les habitants et pour les citoyens. Je trouve ça assez génial parce que ça répond aussi à une forme de politique publique dont les aspects sont divers et variés. Une politique sociale, une politique agricole, une politique de cohésion en fait sur une ville, et ça c'est super intéressant, mais aussi une politique d'installation et de travail, c'est-à-dire de mise au travail des gens.
Et ce que nous on fait sur le réseau Cocagne, mais je vous l'explique avec l'installation que moi j'ai mis en place en 2001. Alors il faut juste vous imaginer, en 2001, je peux juste vous dire que j'avais personne comme aujourd'hui pour soutenir mon projet. Parce qu'en 2000, une minette comme moi, arrivée avec un projet d'installation d'une ferme urbaine, parce que moi je suis en plein Strasbourg, à 10 minutes de la gare, une ferme urbaine, y intégrer des personnes en difficulté pour les faire travailler, produire des légumes bio et les vendre aux citadins. Et ben on m'a dit non, mais votre truc là, c'est... faut voir un psy, faut réfléchir quoi. Et donc il a fallu tenir bon, mais j'ai aussi tenu bon parce qu'il y a eu des agriculteurs. Parce qu'il y a eu des agriculteurs qui ont eu envie de soutenir l'opération. Ils étaient bio ou pas, d'ailleurs il y en a un qui est toujours pas bio, mais voilà, il est toujours là et toujours présent. Parce qu'il y a eu des volontés aussi citoyennes, comme je le vois aujourd'hui, et que du coup, j'ai eu la chance de faire une grande école et j'avais gardé un réseau assez important de chefs d'entreprise. Autant vous dire qu'aujourd'hui j'ai peu d'amis, parce que je les ai tous taxés pour qu'on puisse démarrer les 2 premières années de la création de l'exploitation. Donc c'était, voilà. Mais ça a marché et ça a fonctionné. Aujourd'hui, ça fait 20 ans que ça fonctionne. À l'époque, on ne parlait pas de politique d'agriculture urbaine, ça n'existait pas. Donc ça a été quelque chose où c'était visionnaire, donc vous l'êtes, je crois, aujourd'hui, en pensant que la manière dont vous pensez la production, dont vous pensez la manière de le faire, de l'échanger, de coopérer, de cohérer pour mettre un peu de cohérence sur ce projet. Donc du coup, j'ai démarré avec 10 salariés. Moi, j'étais bénévole et je suis devenue salariée 2 ans après l'installation. Démarré avec 10 salariés. Aujourd'hui, nous faisons travailler 130 salariés en insertion. C'est autant de familles derrière ces hommes et ces femmes. Nous sommes une trentaine de permanents, techniciens, ingénieurs, travailleurs sociaux aussi, producteurs, maraîchers, serristes, primeristes, tout ce que vous allez retrouver dans votre écosystème que vous allez créer ici à Kems. Qu'est-ce qu'on fait? On produit, nous, en fait, sur des petites surfaces et on a pris la tendance à la fois de Fortier et de Coleman. Alors Coleman, c'est un Américain, en fait, qui produit sur 2 hectares et qui arrive à produire en... Alors je vous donne un exemple, ce sera plus simple. Imaginons les carottes. Donc on sème les carottes, mais on les sème serrées. Et la première fois, et c'est ce qu'on fait nous à Strasbourg, et la première fois en fait on éclaircit, mais on n'éclaircit pas en jetant, on éclaircit en faisant des mini-bottes. Les mini-bottes sont vendues aux étoilés d'Alsace. Voilà, donc ça c'est une première partie. Le deuxième passage sur la carotte, c'est la carotte botte. Elle est pas complètement boutée, c'est-à-dire le bourron comme ça, elle n'est pas terminée, mais elle est belle, elle est bonne, et on peut la mettre déjà en botte pour la vendre. Deuxième passage. Troisième passage sur la même ligne, la carotte, les feuilles, elles sont moches, on ne peut plus rien en faire, eh bien on fait de la carotte vrac. Donc l'idée, c'est d'avoir des techniques de production qui correspondent à des petites surfaces, parce qu'à Strasbourg, autant vous dire que le foncier, il y a une pression telle que c'est impossible. D'ailleurs, on n'est que sur des zones inondables, c'est-à-dire celles que personne ne veut. Mais c'est top, ça marche bien, parce qu'on peut montrer que c'est possible et on peut générer de l'emploi à gogo. Donc voilà en termes de production. Alors tu me disais la question, quelles sont les techniques? Donc il y a ça, il y a l'idée de permettre à des citoyens en fragilité, en vulnérabilité, en difficulté, de reprendre pied. Et ça c'est une politique en fait qui peut être assurée à la fois par les services de l'État, mais aussi par les collectivités. Parce que bien sûr, il y a des collectivités qui payent des personnes parce qu'elles ont des indemnités. Le fait de les mettre au travail, ça les rend utiles, ça les rend fiers, ça leur redonne une dignité et surtout, ça leur permet à certains de reprendre leur destinée en main. Et ça, c'est quelque chose de génial. Donc il y a l'emploi, il y a effectivement la production bio. Alors la production bio, ce qui est génial, c'est que nous, on a aussi une activité pédagogique, on reçoit 3000 enfants par an. Et en fait, chaque année, on fait un exercice. Il faudra le faire, Julien, parce que ça c'est top. Mais bon, à Kems, comme c'est peut-être il y a un peu de campagne, ça peut aider. Mais à Strasbourg, demander à un enfant... Alors, on met des noms de fruits et des légumes qu'il faut dessiner sur un tableau, et il faut les dessiner. Et bien, la plupart des gamins nous dessinent la salade comment, à votre avis? En sachet. En sachet, exactement. Et donc, l'idée de l'approche pédagogique, c'est d'abord, on forme les enfants, et on espère que les enfants vont former les parents. Parce que ça, c'est vraiment j'allais dire, le dumping qu'on peut mettre en place à partir du terrain. Parce que du coup, les enfants viennent en périscolaire chez nous, mais viennent aussi sur des temps de sensibilisation et d'accompagnement pédagogique. Et ils vont voir comment ça fonctionne sur un jardin, comment ça pousse, comment ça marche.
qu'est-ce qu'on y fait, etc. etc. Je m'arrête là. C'est parfait. Merci Fatima. Non mais c'est bien parce qu'en fait il y a eu plusieurs choses qui ont été abordées sur lesquelles on va revenir. Il y a notamment le décloisonnement, la vision systémique. Tu disais il y a la politique agricole, politique sociale, politique urbanisme. Ça va être dans la deuxième partie. Là j'ai envie de rebondir par rapport à ce projet. En fait finalement je regarde les autres acteurs du projet de l'archipel. Mais Réseau de Cocagne et le jardin que vous avez créé en zone urbaine reprend les différents projets finalement de l'archipel, le volet sensibilisation pédagogie, le volet alimentation, relocalisation de la nourriture, gagner en autonomie, le lien avec les scolaires, avec la sensibilisation. Est-ce que finalement ça pourrait pas être intéressant d'imaginer la mise en place d'un jardin de cocagne à Kemps sous ce format-là? En tout cas, tout ce que tu as dit, c'est ce qu'on vit là, c'est les prémices de ce qu'on vit en tout cas. Le côté, voilà, moi j'ai eu souvenir d'un premier enfant qui était venu au jardin sur un atelier et qui pensait que les tomates étaient au Hyper-U à Sierentz. Et il me dit ah mais il y en a ici aussi. Donc c'est vrai que toutes ces petites anecdotes, c'est ce qu'on touche là en ce moment. Et le volet social, il est venu plus tard. On aide depuis quelques mois des personnes dans le besoin, en leur amenant des paniers. Mais on se rend compte que ces personnes, elles ont aussi besoin d'intégration sociale, en venant au Gasper, en nous filant un coup de main, en se remettant un petit peu d'aplomb sur leur vie, qui est peut-être pas toujours très facile. Et donc, ouais, ça résonne à fond. Le réseau Cocagne, pourquoi pas, Kemps. Faut qu'on voit maintenant comment on fait. Voilà, il y a déjà un premier lien qui est fait. Un bon point pour la soirée déjà. Est-ce qu'il y a des questions avant d'aborder le deuxième levier? On va faire des temps comme ça entre chaque levier si vous avez des questions. Bonsoir. Vous avez abordé le sujet des agriculteurs qui sont déjà sur les lieux, qui ont déjà les terres agricoles, qui massivement font du maïs. J'aimerais savoir si on ne peut pas aussi se mettre en lien avec eux, voir s'il y a une motivation pour rejoindre ce genre de mouvement, passer en bio, passer en alimentaire, parce que si je comprends bien, le maïs il est surtout destiné à l'alimentation animale et pas à l'alimentation humaine. Savoir s'il y a des motivations pour changer, pour fabriquer de l'alimentaire, parce que le maraîchage c'est très bien, on en a tous besoin, on a besoin de céréales, on a besoin d'huile, si on veut aller vers cette autonomie alimentaire, on ne peut pas uniquement avoir du maraîchage, et s'il y a la motivation, savoir ce qui leur manquerait. Est-ce que les freins c'est la transition en bio? Est-ce que le frein c'est parce que c'est encore très rentable de produire du maïs? Si oui, est-ce qu'il y a déjà des projections vers l'avenir? Parce que l'eau va venir à manquer, parce que les chaleurs vont être de plus en plus fortes. Enfin voilà, et puis aussi bénéficier de leur expérience, aussi bien propre que familiale, pour donner une dimension encore plus grande à cette initiative. Tenter des petits bouts de réponse. Par où commencer? Sur les questions de transition, de conversion d'une ferme qui est en agriculture plus conventionnelle, il y a beaucoup de bibliographies sur la question, sur notamment les freins et les craintes liées au changement de pratiques qui peuvent être économiques, qui peuvent être agronomiques, qui peuvent être techniques. Il y a vraiment le passage en agriculture biologique ou le changement de type de culture. Ce qui peut être vraiment difficile, c'est que en fait, le lien à la terre, il est des fois complètement coupé. Donc il y a un réapprentissage du métier. Lorsqu'on passe en agriculture biologique, on apprend à faire des rotations, on va voir son sol plus régulièrement, comprendre ses besoins, comprendre les problématiques qui sont liées aux mauvaises herbes. Enfin, voilà, je ne suis pas la meilleure agronome pour en parler, mais il y a des freins qui peuvent être structurels. Par exemple, une ferme d'élevage ne peut pas passer en bio si elle n'a pas de prairies attenantes pour faire paître ses animaux, ou des freins qui sont plus psychosociologiques et qui là vont être de différents ressorts à lever. Avec Bio en Grand Est, Terre de Liens Alsace, on mène des entretiens. On l'a fait avec 40 agriculteurs sur l'agglo de Mulhouse et on démarre là en novembre sur Saint-Louis-Agglo. On prend un échantillon d'une quarantaine de personnes sur les 300 agriculteurs existants conventionnels et on va justement 2-3 heures dans la ferme
pour comprendre quels sont ces freins structurels et psychosociaux au changement. Et derrière, l'idée, c'est de proposer aux collectivités qui nous ont commandé l'étude un programme d'action spécifique vraiment à la typologie des craintes qui existent sur le territoire. Donc il y a des choses qui peuvent bouger comme ça. Après, il y a aussi vraiment la question de la transmission. En fait, aujourd'hui, donc la moitié des agriculteurs ont plus de 50 ans. Est-ce qu'il ne faut pas aller aussi aborder ces personnes de plus de 50 ans si vous n'avez pas de repreneurs familiaux identifiés, ou même si vous en avez, est-ce qu'il y a besoin d'aide pour en trouver ou pour profiter de la transmission comme une transition ? Des fois, les repreneurs familiaux ont envie de modifier l'activité sur la ferme, faire plus de culture nourricière ou passer en bio. Et parfois, peut-être ça peut être aussi des petits coups de pouce. J'ai remarqué qu'à Kems, il y avait quand même quelques parcelles qui appartiennent à la commune. Donc la commune peut par exemple être en veille. Lorsqu'un agriculteur qui va arrêter d'utiliser ces terres qui sont communales, on en profite parce qu'on va offrir un bail à une prochaine personne et on va peut-être intervenir un petit peu, orienter en disant nous vous offrirons un bail à quelqu'un qui voudra faire de l'agriculture biologique, on mettra des clauses environnementales dans le bail ou certains critères. Sans non plus aller plus loin que ça, il faut que la personne qui s'installe ait son modèle économique qui fonctionne et qu'on lui fiche la paix aussi. Mais il peut y avoir ce levier-là. Et dans l'agglomération de Mulhouse, on a mis en place un concours pour les jeunes installés et les critères pour que les personnes accèdent au prix. Donc il y a eu 3 lauréats qui ont été primés de 5 000 € l'année dernière. Il fallait être installé depuis moins de 5 ans et respecter, en fait, tendre vers le plus possible les critères du projet alimentaire territorial de la collectivité qui sont agriculture nourricière, le plus bas niveau d'intrants, voire bio, inclusion des publics et accessibilité à l'alimentation. Et du coup, sur ces 3, il y en avait 2 qui étaient installés dans le cadre familial, mais qui ont opéré des conversions bio ou des changements de pratiques. Donc on a aussi dit, ça serait chouette qu'on crée un peu aussi un groupe de pairs qui osent, et donc du coup qui puissent aussi discuter entre eux et voir, moi aussi ça me tente bien. En tout cas, on l'abordera je pense dans le deuxième levier, mais je vous suis sur les questions aussi de maraîchage, mais pas que, toutes les autres cultures qu'on peut développer aussi. Vous avez un exemple pas très loin d'ici, c'est encore sur Mulhouse, mais Petit Landau, avec quelqu'un qui se lance, qui s'est lancé en pois chiche. Donc c'est un des lauréats du concours de l'année dernière. Oui, ça amène finalement cette réflexion un peu systémique de se dire le changement c'est compliqué, mais comment on forme, comment on accompagne. Il y a des politiques aussi publiques qui doivent se mettre en place pour accompagner cette conversion. Alors il y a des choses qui sont mises en place, mais finalement c'est pas si simple non plus, parce qu'il y a un manque à gagner dans cette période de reconversion qui est quand même assez conséquente, et c'est ce qui bloque le plus finalement les agriculteurs à changer de pratique ou même de filière agricole. J'ai pas vu d'autres mains se lever, donc je sais pas si je rebondis du coup directement sur ces questions d'approche systémique qui sont un peu aussi un des enjeux clés des PAT, en se disant la question du foncier. Donc si on veut installer des nouveaux maraîchers, nouveaux paysans, il faut du foncier, et cette question du foncier elle est quand même assez problématique. Alors à Kems comme ailleurs, mais à Kems il y a quand même une attraction de Bâle, il y a des personnes qui travaillent en Suisse, qui travaillent dans les pays frontaliers et qui viennent ici. Donc il y a une espèce de pression foncière qui est de plus en plus importante. Est-ce que, du coup, Pauline, c'est une question que je vais d'abord te poser, puis ensuite je poserai à Brice. Quelle serait ici finalement, où est-ce qu'on en est en termes d'autonomie, et quelle serait la superficie nécessaire en fait pour pouvoir rendre le territoire autonome? En fait, il y a une question d'échelle. Est-ce qu'on rend autonome que la commune, l'interco? Terre de Liens a développé un outil avec la Fédération nationale des agriculteurs biologiques et le BASIC qui s'appelle Parcel, P-A-R-C-E-L, qui est complètement libre. Vous pouvez aller sur le site et vous amuser à faire des simulations. Vous pouvez entrer donc un territoire, votre commune, votre Comcom, votre région, et voir aujourd'hui quelle est l'empreinte spatiale de l'alimentation. Aujourd'hui, avec le régime alimentaire actuel et le pourcentage d'agriculture biologique actuelle, vu les hectares disponibles dans le village, combien est-ce que vous pouvez nourrir de population? Et c'est vachement, c'est très intéressant, très parlant. Et ensuite, vous pouvez voir si je développe l'agriculture biologique, qu'est-ce qui se passe?
Qu'est-ce qui se passe sur la surface nécessaire? Qu'est-ce qui se passe en termes d'emploi? Et qu'est-ce qui se passe en termes de pollution ou d'évitement de pollution? L'idée, c'est aussi de montrer qu'une pollution, on ne dirait pas, mais ça coûte à la société. Et du coup, en fait, passer en bio, c'est quoi aussi les coûts évités? Donc c'est assez chouette. On peut aussi décider de changer l'alimentation, de réduire notre consommation de viande de un quart ou la moitié, ou de devenir végétarien, et voir aussi ce que ça change dans les besoins en surface pour telle et telle activité. Donc j'ai fait le petit exercice sur Kemps. Aujourd'hui, il y a 280 hectares agricoles pour cette ville, donc c'est quand même assez restreint, hein, c'est assez petit comme banc communal. Vous avez la forêt qui en prend beaucoup, et puis vous êtes coincé avec le Rhin, donc de toute façon, on va a priori pas déforester, donc ça sera ça. Et aujourd'hui, si on voulait nourrir l'ensemble de la population de Kemps, alors je me dis, allez, on veut la nourrir et on voudrait pousser. Aujourd'hui, il y a 6% de bio sur la ville. On se dit, allez, on essaie de pousser jusqu'à 20%. Et si on réduit un petit peu notre alimentation en viande, on enlève 2 repas avec des produits laitiers et animaux. Voilà. Donc si on fait cette hypothèse-là, pour nourrir la population, il faudrait 1600 hectares. Donc là, c'est un peu la douche froide. On en a 300, il en faut 1600. Donc aujourd'hui, le potentiel nourricier de Kemps, c'est 18%. On peut voir les choses comme ça. On peut se dire, on peut nourrir 18% de la population en 100% local. On peut aussi se dire que sur l'assiette que vous mangez tous les jours, matin, midi et soir, il peut y avoir 18% de votre assiette qui vient du local. Et ça, on peut déjà se dire, est-ce que ça, c'est déjà le cas ? Probablement pas. Donc il y a aussi ce premier levier, c'est de se dire, au moins les 300 hectares qui sont là, essayons de faire du local. Alors bien sûr, ça a du sens pour le maraîchage, ça a un peu moins de sens dès qu'on parle de grandes cultures, de cultures protéiques, ou oléagineuses, huile, etc. Puisque on a besoin d'outils de transformation. Ça serait quand même un peu bête que chaque village ait son outil de transformation. Il y a des économies d'échelle à faire. On est quand même dans un pays qui est dicté par cette économie. Et donc, voilà, on peut tout de suite voir un peu plus loin pour tout ce qui est élevage, voilà, huile, protéines, etc. Et justement, si on pense au changement d'échelle, donc sur la commune, c'est 1600 hectares, donc voilà, non. On les a pas. Et si on pense gagner en autonomie, est-ce que c'est donc pas l'échelle de la commune? Est-ce que c'est l'interco? Est-ce qu'on va jusqu'à la région, le Grand Est? Mais auquel cas, plus on monte en termes d'échelle, j'ai envie de dire, et plus on perd en souveraineté aussi locale sur les prises de décision, sur les problématiques d'accès au foncier, mais aussi sur les types de production, etc. Donc finalement, comment on fait pour trouver le bon équilibre et quelle pourrait être la bonne échelle? Ce qui est quand même rassurant, c'est de se dire qu'à l'échelle du Grand Est, on a cette autonomie alimentaire. Donc on ne va pas, a priori, devoir se taper dessus. Parce que si on fait cet exercice pour tous les villages autour et que cette empreinte spatiale se recoupe, c'est quoi? C'est la guerre entre chacun. Vous imaginez qu'on est plus ici pour parler de coopération que de guerre, mais se dire que, enfin voilà, vous rassurez quand même sur le côté qu'il y a 3 millions d'hectares pour le Grand Est. Aujourd'hui, si on convertit tout la SAU du Grand Est en bio, on a besoin de 3 millions d'hectares. Donc voilà, et on baisse de 50% les émissions de gaz à effet de serre par personne aujourd'hui en faisant ça. Donc a priori, on ne va pas être à 100% bio tout de suite. Donc en fait, la région Grand Est, c'est même une région qui est plutôt bénéficiaire et qui pourra en nourrir d'autres, comme on peut imaginer l'Île-de-France, la région PACA, qui ont un peu moins ce potentiel nourricier parce qu'encore plus urbanisé. Donc il y a une échelle où c'est possible, et donc voilà, la France, on n'est pas en train de dire qu'on va vraiment être dans la mouise s'il n'y a plus de transport, s'il y a il y a une autonomie possible sur le territoire. Après, j'ai l'impression que travailler à l'échelle des intercommunalités, c'est vraiment intéressant. Donc l'agglo de Mulhouse s'est lancé il y a quelques temps dans un projet alimentaire territorial. Saint-Louis Agglomération, c'est aussi les prémices. On est sur 2 agglomérations, donc on est sur 2 territoires qui sont consommateurs. Et on ne peut pas faire autrement. On est sur des territoires avec vraiment de l'urbain. Par contre, on a les autres communautés de communes à côté, donc le Sungo, la Comcom, je les oublie un peu, Masevaux, Cernay,
Là, on a la Largue aussi. Là, on a des territoires qui sont plus producteurs que consommateurs. Donc, il y a une alliance à faire et ce qui est en train d'être faite entre les collectivités, un projet alimentaire territorial du Sud Alsace, avec ces 4 ou 5 communautés de communes. Et là, ça commence à être intéressant de parler filière, de parler outils de transformation communs, comme une laiterie pour transformer tout le lait en yaourt pour les cantines, ou des choses comme ça, ou un moulin, voilà. Donc je pense qu'il faut faire des allers-retours permanents entre l'échelle communale et puis au moins intercommunale ou intercommunale pour avancer. Et j'avais envie de vous parler aussi d'un projet. Là, en fait, j'étais à une réunion là, enfin un lancement assez important avant de venir sur Kems. J'étais à Cernay. Vous connaissez peut-être l'Institut Saint-André, la ferme Saint-André, qui est un institut médico-social à Cernay, où il y a 500 résidents qui sont des personnes handicapées, polyhandicapées, et quasiment 500 encadrants. Donc on est sur un village dans la ville. Et en fait, autour de ce centre, qui était à l'époque appartenait à une congrégation de sœurs, il y a 140 hectares. 140 hectares d'un seul tenant autour, appartenant à cet institut. Et on a été sollicité par eux en 2018 parce que ces 140 hectares étaient menés depuis des décennies en maïs conventionnel, avec 2 pivots. Et en fait, ils ont profité du fait que leurs agriculteurs avec qui ils avaient un bail partaient à la retraite pour se dire, mais en fait, est-ce qu'on ne pourrait pas faire autre chose de ces terres au lieu de les redonner à quelqu'un qui va faire la même chose? Et pas évident, quoi. On est sur un sol très caillouteux, très pauvre. On avait ces 2 pivots, un paysage vraiment abîmé. Autour, on a un Leclerc, un terril de potasse, 2 gravières. Enfin, il faut venir s'installer là-bas. Et donc, en fait, avec Buan Grand Est, la Brique 48 et Terre de Liens, on a travaillé à accompagner en fait, les propriétaires qui souhaitaient vraiment faire une gestion, une transition responsable de leur foncier. On les a accompagnés 4 ans dans le diagnostic du lieu, comprendre les ressources en eau disponibles, la qualité de la terre. Donc Buan Grand Est a accompagné la conversion. Donc on a fait un petit boom dans les stats, plus 140 hectares en bio en 2019. Et on a lancé un appel à candidature. Qui veut venir faire quoi ici en bio, en essayant d'inclure au maximum les publics handicapés. Et donc ce soir-là, on signait officiellement le bail à copreneur entre ces propriétaires et 8 paysans différents. Et pourquoi est-ce qu'on s'est acharné à travailler 4 ans sur ce type de projet? C'est pour montrer l'exemple, en fait. Il y a énormément de fermes céréalières aujourd'hui de cette taille, voire plus grande, dans le sud d'Alsace. Et bien, c'est possible de restructurer la ferme. Et donc aujourd'hui, il va y avoir des moutons, des grandes cultures en bio et en conservation du sol, donc avec peu de labour. Il va y avoir 2 maraîchers, des poules pondeuses et des éleveurs de la vallée qui viennent chercher du foin pour leur autonomie en montagne. Donc voilà, j'espère pouvoir brandir cet exemple et c'est possible de mener ce type de transition, pas sans difficulté. On a été aussi un peu territoire d'expérimentation, on a cherché des fonds pour nous payer notre travail de diagnostic, d'accompagnement. Ça, voilà. Là, les collectivités peuvent avoir un levier d'accompagner ce type de démarche et d'y croire. Surtout. Merci. C'est du coup la question que j'ai envie de poser à Brice par rapport en tant qu'élu avec la commune de Kems. Comment essayer de préserver ce foncier? Donc là, j'ai expliqué en introduction qu'il y a une grande pression développer l'urbanisme avec des gens qui veulent s'installer, etc. Donc il y a cette première problématique, comment éviter justement l'étalement urbain, comment éviter que certaines terres agricoles, parce que c'est aussi une des grandes problématiques dans plusieurs régions, moi celle où je viens dans le sud de la France, c'est ça, hein, de plus en plus de touristes, de gens qui veulent habiter dans des lieux soi-disant un petit peu plus vivables parce qu'il y a le soleil, etc., viennent empiéter sur des terres agricoles. Quels sont finalement les leviers ou les marges de manœuvre que peut avoir la commune? Donc les inscrire au PLUI, c'est aussi poser de la préemption sur du foncier. Certaines communes le font. Là où j'habite, ça y est, ils enclenchent aussi ça. Mais comment aussi être en veille quand des agriculteurs, comme l'exemple que tu viens d'expliquer, partent à la retraite et quand ils ont 50, 100 hectares, essayer d'éviter justement que ça reparte soit dans du conventionnel ou soit qu'une partie, parce que aussi la retraite dans le monde agricole n'est pas forcément très élevée. Donc certains aussi vendent aux plus offrants et parfois promoteurs immobiliers, et ça part justement dans de la construction et de la bétonisation.
Donc, quels sont C'est les exactement ça. leviers que vous avez Les vous, sujets sur lesquels on est confronté. Et je rajouterais même une des lois qui vient de passer, qui est la zéro artificialisation des sols. Zéro artificialisation des sols. Cette loi, en fait, elle est censée préserver les terres. Et on se rend compte qu'aujourd'hui, c'est un peu l'inverse. C'est-à-dire que les gens se précipitent pour vendre les terrains en se disant en 2030, quand je ne pourrai plus construire sur mon terrain, il ne vaudra plus rien. Donc, alors, c'est pas trop le cas sur Cannes, mais on se rend compte au niveau national que c'est des problématiques. Et après, c'est exactement ce que tu as dit. Moi, je pense qu'il y a aussi un gros travail de communication, de mise en lien de tous les acteurs de KEMS, notamment, pour que les uns les autres, on soit au courant des besoins et des envies de chacun, pour pouvoir travailler main dans la main pour préserver ces terres, quoi. Parce que c'est ça le sujet phare, c'est comment on préserve nos terres ici, en évitant cet étalement urbain. Là, on est même confronté aussi à l'accélération de construction sociale, de logements sociaux, puisqu'il y a certaines lois qui nous contraignent à avoir un certain nombre de logements sociaux pour un certain nombre d'habitants, et sinon la mairie doit payer. Et donc c'est des choses qui sont... on doit jongler entre tout ça. Et alors, je suis nouvellement élu, donc je découvre un petit peu ces sujets, mais je pense déjà de savoir ce que chacun fait et de pouvoir communiquer les uns les autres. Je pense que ça va être un des gros leviers qui va nous permettre de préserver, de pouvoir lancer des PLU qui soient en accord avec chacun, parce que voilà, lancer un PLU si la personne en face n'est pas d'accord, c'est aussi des choses qui sont complexes, quoi. Donc voilà, beaucoup de communication là-dessus. Beaucoup de communication alors, à l'échelle locale, mais aussi nationale, parce que, je disais tout à l'heure, un peu décloisonner, avoir une approche un peu plus systémique justement des problématiques. D'un côté, il faut préserver le foncier pour les terres agricoles, et de l'autre côté, il faut effectivement construire des logements sociaux, et donc empiéter sur des territoires potentiellement agricoles. Donc comment justement faire dialoguer aussi ces acteurs à une échelle qui n'est pas qu'une échelle locale, mais sur des échelles beaucoup plus nationales, pour justement essayer de trouver un juste équilibre entre les deux, entre ces deux obligations qui peuvent être... C'est là le gros sujet, c'est l'étalement urbain. Aujourd'hui, on a des quartiers qui sont construits sur des terres agricoles, des anciennes terres agricoles, qui n'ont pas vraiment d'âme, qui ne sont pas en cœur de village. On en discutait avec un architecte qui est vraiment pro, cœur de village, et amener de la production agricole sur les alentours du village. C'est le gros sujet du moment. On entend parfois des élus dire que certaines parcelles ne peuvent pas doivent être construites parce que c'est des dents creuses. Non, on peut aussi faire du maraîchage, on peut aussi créer de la vie. Donc ouais, c'est complexe, hein. C'est revoir peut-être l'habitat, revoir la forme d'habitat, peut-être plus de maisons individuelles, etc. En effet, c'est des politiques plutôt nationales qui doivent être menées sur ce sujet, mais un sujet qui est épineux, parce que chacun veut sa résidence principale, chacun... Enfin voilà, donc c'est complexe. Oui, c'est une autre manière d'habiter aussi qu'il faut penser. Je trouve ça un petit peu tendancieux quand même de se dire on oppose est-ce que je garde les terres agricoles ou est-ce que je loge des personnes dans le besoin. Je pense qu'il y a aussi quand même des entreprises, des zones commerciales, artisanales, industrielles qui sont plutôt à opposer en fait aussi à ces questions de consommation des terres agricoles. Je pense que c'est peut-être ces trois pôles-là qu'il faut freiner avant de freiner le logement social. Et aujourd'hui, il existe en France des initiatives aussi où on va réhabiliter d'anciennes fermes, parce qu'aujourd'hui les fermes se sont agrandies. Donc oui, quand je reprends la ferme de mon voisin, je n'ai pas forcément envie de reprendre son bâtiment. Il est loin de chez moi, j'en ai pas besoin. Et donc en fait, c'est aussi qu'est-ce qu'on fait de ces vieilles fermes. Est-ce que c'est possible de les réhabiliter en habitat justement, ou d'imaginer une agriculture plus petite, avec des surfaces plus petites à côté, mais où on va vivre et travailler ensemble avec aussi... des écolieux ou des habitats partagés sur cette question-là. Enfin, voilà, je trouve ça... Oui, voilà, c'est pas forcément opposer les deux, c'est aussi comment on repense l'habitat. C'est-à-dire que c'est peut-être rénover des anciennes fermes, mais c'est aussi des zones industrielles qui sont laissées à l'abandon, des anciens magasins aussi dans les centres-villes. Donc c'est aussi comment on réaménage et on repense finalement l'habité d'une commune. Peut-être, mais en tout cas, ce qui est compliqué, c'est que c'est un sujet schizophrène, et ça l'a toujours été. Donc je crois que c'est pas la peine d'en discuter parce que ça sera toujours là et on n'a pas trouvé de solution. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que l'agriculture, c'est aussi un outil d'urbanisation.
Et si l'outil d'urbanisation, c'est aussi l'agriculture, eh ben on le met en fait dans le projet de la collectivité, dans le projet de l'État. Et à ce moment-là, en fait, ça fait partie du logement, comme ça fait partie d'une zone, comme ça fait partie d'une SAD, j'en sais rien. Mais en tout cas, ça devient un outil d'urbanisation parce que l'agriculture, ça répare nos paysages. Pour moi, en tout cas, ça répare nos hommes, qu'on remet debout. Mais du coup, c'est intéressant de le poser comme un outil faisant partie intégrante des décisions politiques qui peuvent être prises à l'échelle d'une collectivité, à l'échelle d'un territoire. Et là, du coup, en fait, on décloisonne un peu ce truc-là, où on est tout le temps en train de se dire qui est contre qui, comment. Et quand c'est possible de le mettre en œuvre, mais en tout cas d'y être conscient et de pouvoir se dire, on en discute, on en parle, parce que urbaniser, c'est réaménager ou redessiner nos territoires. Et ça, c'est important parce qu'aujourd'hui, c'est encore plus important que ça ne l'a été avant. En fait, dans l'ère où on est aujourd'hui, on n'a jamais mangé autant et aussi mal. Et en même temps, on n'a jamais eu besoin aussi de se préserver de catastrophes naturelles. Je veux dire, de toute façon, on ne sait pas réfléchir, nous les gens. On n'y arrive pas. Il faut qu'on soit au pied du mur pour prendre la bonne décision. Mais avant, on en prend plein, des tas, des bonnes, des pas bonnes, des semi-bonnes. Mais aujourd'hui, en fait, demain, est-ce qu'on sera, nous, mes enfants, enfin, moi j'ai une fille, est-ce que ma fille demain sera obligée de partir ailleurs parce qu'il fera meilleur ailleurs pour vivre, pour avoir une qualité de vie? Ou est-ce qu'aujourd'hui, on se donne vraiment les moyens de réfléchir, même si c'est par petits bouts, pour pouvoir réinstaller cet outil, cet impact, cet indicateur qu'est l'agriculture en milieu urbain et sur un système urbanisé et architectural? Merci, oui, c'est de repenser cette approche globale et justement faire dialoguer ces acteurs. Ne pas les opposer, c'était pas l'enjeu de la question, mais plutôt comment on les met autour d'une table pour essayer de penser un projet plus collectif avec les problématiques liées au territoire. Je vais me tourner vers toi, Sophie, par rapport au Pays Terre de Lorraine. Comment vous avez abordé, vous, ces questions de préservation du foncier? Alors du coup, sur Pays Terre de Lorraine, on est quand même beaucoup moins dans... Vous avez de la chance. Le prix du foncier est moins élevé qu'ici, nécessairement. Et c'est aussi un bassin de population qui est moins grand que ici. Et du coup, il y a d'autres problématiques qui se posent de manière différente. Et donc, la manière de dire qu'est-ce qu'on fait en tant que... Du coup, le pays, c'est 4 communautés de communes ensemble. C'est un territoire de 100 000 habitants seulement, donc c'est pas très grand, c'est très rural. Et donc, ce que les communes, qui sont au nombre quand même de 153, donc ça fait beaucoup de monde à dialoguer en même temps, se sont dit sur qu'est-ce qu'on fait sur la gestion du foncier, la question de l'acquisition des terres agricoles. Ça s'est tourné du coup sur le maraîchage, aussi notamment parce que c'est la production agricole où on voit tout de suite, ça va produire tout de suite, on en a besoin tout de suite et ça ne demande pas beaucoup d'espace. Du coup, il y a eu beaucoup de communes qui se sont posé la question de qu'est-ce qu'on peut faire pour installer des maraîchers chez nous, et il y a aussi des maraîchers qui cherchent à s'installer parce qu'il n'y en a pas assez dans notre région. Et donc, c'est des communes qui ont essayé de se dire quel terrain communal on a à disposition et pourrait mettre à disposition de maraîchers. Alors, la difficulté, c'est que tous les terrains ne sont pas adaptés au maraîchage. Notamment, on a un historique industriel qui fait que certaines zones sont par exemple polluées. Il y a aussi des lieux qui ne sont pas adaptés pour diverses raisons. Et je vais vous expliquer ça sur un sujet encore plus micro que ça. La deuxième manière dont les communes se sont dit on peut essayer de travailler sur une production nourricière, ça a été de dire et si on travaille sur des jardins nourriciers à disposition des habitants. Donc il y a beaucoup de communes qui ont des jardins ouvriers, qui ont différentes sortes, différents historiques. Et donc c'est aussi un besoin que voilà, on le sait, on le sent, faire un jardin, faire sa production de légumes, c'est très bon de différentes manières. Et donc pour trouver des terrains qui sont adaptés à ça, c'est pas évident en fait. Par exemple, sur des communes, la question ça peut être est-ce que le terrain il est loin de la commune? Est-ce qu'il y a l'accès à l'eau? Est-ce que c'est un terrain en pente?
Et du coup, ça limite beaucoup en fait, le choix de ce qui peut être fait avec ces terrains-là. Et du coup, ce qui s'est passé un peu tout en parallèle sur le Pays Terre de Lorraine, ça a été aussi une réflexion pour une filière qu'on a, qui est le vin de Côte de Toul, qui n'est pas du tout connu, mais je vous encourage à le connaître. Et donc, c'est une toute petite filière avec moins d'une dizaine de viticulteurs qui sont installés, qui sont tous en bio. Donc, c'est le premier vignoble tous en bio de France. Et donc, qui ont pu travailler ensemble à l'échelle de 2 communautés de communes pour justement se mettre d'accord pour réserver tous les terrains qui sont compatibles pour les vignes, pour les viticulteurs qui se sont installés, qui voulaient s'étendre un petit peu, ou les nouveaux qui se sont installés ces dernières années. Donc c'est tout un travail ensemble pour avoir cette idée de préhension des terrains. Et après, il reste quand même que sur la préhension des terrains, c'est une histoire de loi, de foncier agricole, et ça se joue aussi sur les lois nationales. Et je voulais encore rajouter aussi, par rapport à ces questions-là aussi, de ce que les communes peuvent faire pour permettre qu'une installation se passe et se passe bien. Dans le cas de maraîchage notamment, alors c'est peut-être différent ici parce que vous avez un plus grand bassin de population. Mais ce qui était important pour des maraîchers qui sont installés chez nous, en fait, c'est de savoir, ils vont produire combien et pour qui va leur acheter. Et donc, chez nous, ça s'est vraiment trouvé de manière assez frontale, en fait, de dire est-ce que les communes sont prêtes à dire oui, on va faire un contrat pour notre restauration collective avec tel maraîcher, et on va lui prendre tous les ans combien de pommes de terre, de carottes, et c'est la question aussi de dire est-ce que la commune peut bien les acheter entières et avec de la terre dessus. C'est pas pour... Il y a des questions aussi qui sont pour les communes de se dire est-ce qu'on va investir dans une légumerie, est-ce qu'on va se mettre à plusieurs du coup communes pour le faire. Et donc ça c'est aussi des questions qui se travaillent tous ensemble, et donc sur Terre de Lorraine c'est des questions qui sont en cours, quoi. C'est difficile de résoudre ça et d'avoir l'acteur économique qui va dire oui je vais investir dans une légumerie ou un autre outil de transformation qui va permettre d'installer des gens, de faire des productions et de faire que c'est vraiment déjà utilisable directement par les restaurations collectives locales. Voilà. Alors je vais rebondir sur la question de la production. Je crois que c'est toi tout à l'heure, Pauline, qui en parlait, sur les jardins privés, les jardins potagers ou les jardins partagés. Le troisième levier qu'on va aborder cette soirée, dans cette soirée-là, sur cette table ronde, c'est l'importance de remettre finalement l'alimentation au cœur de nos vies. On s'est un peu dédouané en disant voilà, il y a des producteurs, ils produisent pour nous, et on part un peu chacun dans nos rythmes de vie un petit peu effrénés entre guillemets. C'est pas parce qu'on n'habite pas Paris qu'on n'a pas des fois métro ou transport, boulot, dodo, et vie de famille et dodo, et on rebelote le lendemain, et donc le potager, faire un jardin chez soi, on n'a pas forcément tout le temps, alors que finalement c'est une part qui n'est pas si négligeable que ça. En 2017, l'INSEE disait qu'il y avait 17% de l'alimentation était produite par 17% par les personnes elles-mêmes au travers de jardins partagés, jardins potagers, etc. Donc c'est pas négligeable. Alors bien sûr, en ville, le pourcentage, c'est une moyenne, 17%, donc en ville, c'est moins qu'à la campagne. Et dans le monde agricole, c'est 50%. Les agriculteurs produisent leur alimentation en moyenne à hauteur de 50%. Donc si on veut effectivement repenser cette localisation de l'alimentation et la production locale, ça peut être aussi un levier de produire finalement chez soi. Et donc ma question va s'adresser à Brice. Est-ce que sur le territoire de la commune de Kems, il y a beaucoup de jardins privés, de potagers plutôt que de jardins, potagers privés? Est-ce qu'il y a des jardins partagés? Est-ce qu'il y a une production comme ça? Et s'ils existent, est-ce qu'il y a une sorte d'animation, j'ai envie de dire, par une association ou par la commune pour essayer justement de faire du lien entre ces initiatives citoyennes et pourquoi pas apporter des réponses de mutualisation sur du fumier, sur du compost, sur un lieu de transformation, ou des graines, etc. En fait, sur Kems, tout est parti de là, en fait. Tout est parti de 2 jardins partagés, parce qu'il y a l'historique, et puis il y en avait un autre au manoir.
Donc ces deux jardins, en fait, ils ont été précurseurs justement de cette petite fibre à redonner à des personnes qui ne le font pas déjà. Il y en a plein dans Kems qui font leur potager, hein. Mais là, c'était vraiment l'idée de ramener les enfants et que les enfants fassent venir les parents et que les parents, du coup, fassent cette conversion. Enfin, cette conversion, prennent conscience de ce qui est faisable. Et donc, ce jardin partagé, alors c'est très récent, là, il y a un petit collectif qui s'est créé, puisque autour de Kems, on s'est rendu compte qu'il y avait plusieurs jardins partagés, et il y a une petite émulation qui s'est créée, où on commence à se partager les informations, et l'idée ce serait vraiment d'aller plus loin, de mutualiser un petit peu nos forces sur des dossiers de subvention, qui sont des choses très énergivores et sur lesquelles on passe un temps fou, et tous les uns les autres. Et donc voilà, l'idée peut-être de faire qu'un seul dossier pour tous les jardins sur des fruitiers, des arbres fruitiers ou des choses comme ça. Donc ça émerge, on est au balbutiement, mais en tout cas voilà, ce lien est fait maintenant. On a tous les jardins partagés du secteur sont en lien, et maintenant on se partage les infos et on va essayer d'aller plus loin. Mais c'est à nouveau du temps bénévole pris sur développer ce côté-là, et on en arrive à cette limite aussi, c'est le temps bénévole. C'est le temps que chacun peut donner en tant que citoyen à être acteur de son territoire, et ça c'est un de nos chevals de bataille, c'est d'attirer de plus en plus de personnes à nous aider dans ces différentes démarches, et de professionnaliser tout ça petit à petit grâce à Julien, et on espère grâce à d'autres qui pourront être embauchés sur le territoire. Oui, alors ça c'est vraiment un enjeu qu'on va aborder aussi dans la dernière partie. Il y a une autre initiative citoyenne que vous avez mise en place, donc il y a la production des jardins, il y a aussi la distribution avec le Gasper. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Est-ce qu'il y a d'autres initiatives de ce type en termes de distribution, d'autres initiatives citoyennes qui se mettent en place sur le territoire? Alors, il y en a eu pas mal, et il y en a encore pas mal, mais on se rend compte aussi que les circuits courts en ce moment morflent pas mal. Il y a des ruches qui ferment, il y a des AMAP qui arrêtent, donc il y a une dynamique là qui est assez, qui semble assez négative entre guillemets. Il y a un diagnostic qui est posé sur le pourquoi ça. Ce serait une bonne question. Est-ce que c'est parce qu'il y a plus d'offres qu'avant? Là-dessus, c'est vrai qu'on découvre ça depuis quelques semaines, depuis quelques mois. On voit aussi, nous, un ralentissement au Gasper. Hein. On a vu un ralentissement des commandes Donc voilà, on espère de créer des dynamiques comme l'archipel, de recréer une nouvelle dynamique, un nouveau souffle, de pouvoir réattirer à nouveau d'autres citoyens qui n'étaient pas forcément acteurs du projet précédent. Mais c'est un des gros enjeux du moment, quoi. C'est maintenir les circuits courts. Je ne sais pas ce que vous en dites. Comme dit, c'est un peu difficile de porter un diagnostic sur une crise qu'on est en train de traverser. Hein. C'est a priori lié aussi au contexte géopolitique et au rebond économique post-Covid. Après, il y a certaines institutions agricoles qui disent arrêtons d'installer des bio, stop, faites lâcher la pédale d'accélération, on ne va pas faire durer des techniques là cette année. Moi, je n'irai pas jusque-là. Je pense qu'on n'est pas pour autant en train de dire aux gens arrêtez de relocaliser l'alimentation, faire la vente directe. Au contraire, en fait, il faut en rajouter des tonnes de sensibilisation, essayer d'être plus compétitif dans les prix qu'on apporte, mais en même temps, on ne peut pas écraser des gens au passage et ne pas rémunérer le travail qui est fait. Donc, je pense qu'il faut redoubler d'efforts et de sensibilisation sur le fait de remettre l'alimentation au cœur aussi des porte-monnaies des Français et Françaises. Voilà, je ne suis pas assez experte dans la question pour aller plus loin. Je ne sais pas si vous, Montagne Verte, vous avez ressenti aussi ces... Alors nous, concrètement, on a perdu 30% sur nos magasins. Donc, ça... Depuis janvier. Donc voilà, autant sur la période du Covid, il y a eu une grosse augmentation et une grosse demande. Et donc voilà, autant aujourd'hui, je peux vous le dire très clairement, 30% de moins en termes de vente.
Est-ce que du coup, s'il y a une flambée pendant le confinement et maintenant 30% de moins, est-ce qu'on revient au niveau d'avant confinement ou pas? Non, on est un petit peu en dessous. On est un petit peu en dessous, dans la mesure où je pense aussi ce qui est difficile sur la période, là, c'est à la fois le fait que ce soit instable, mais aussi le fait que beaucoup de gens sont revenus à des habitudes d'avant. Et donc, forcément, on vend moins. L'autre chose, c'est qu'aujourd'hui, tous les supermarchés sont équipés en rayon bio. Donc, et local. Donc, du coup, il y a une vraie concurrence qui est très très forte. Donc, le producteur qui fait sa vente à la ferme et qui effectivement a envie d'en vivre et d'en vivre correctement, ben, c'est pas évident. C'est pas évident du tout. Donc, c'est vrai qu'il y a plusieurs paramètres aujourd'hui, même si on n'a pas le recul, il y a plusieurs paramètres aujourd'hui qui font que c'est compliqué. Ouais, si je peux rajouter quelque chose. Donc, ce que je peux rajouter, en fait, c'est le point de vue, l'expérience des personnes qui sont en situation de précarité par rapport à l'alimentation. Et effectivement, là, ces derniers mois, ça devient vraiment très critique, quoi. Le fait que les gens n'ont plus assez pour acheter à manger et voilà, avec le prix de l'essence qui augmente et autres, ça devient compliqué. Mais un élément un peu optimiste là-dedans, c'est dans une expérience qu'on fait en ce moment d'achat groupé, d'achat ensemble pour acheter des produits locaux, pas locaux, qui sont en fait des produits alimentaires élémentaires. Donc il y a une association qui s'est créée pour acheter ensemble ces produits-là, avec les gens travailler ensemble pour définir finalement c'est quoi, de quelle alimentation on a besoin tous les jours pour être sûr d'avoir assez à manger, pour être sûr de nourrir nos enfants au quotidien. Et donc cette petite liste de produits qui a été faite, qui a été après travaillée avec les producteurs locaux ou plus ou moins éloignés aussi selon ce qui était possible. Et dans ces produits, il y a des produits alors, qui sont des produits bio, mais que les personnes n'ont pas choisi parce que c'est des produits bio, ils les ont choisis parce que c'est un produit de qualité et que c'est une qualité qui leur a fait, ça leur fait vraiment réaliser. Ce qui est vraiment chouette, c'est par exemple les personnes qui disent ça fait tellement longtemps que j'ai pas pu acheter des carottes qui ont un goût de carotte et celles-là elles ont le goût de la carotte. Et donc c'est aussi des produits qui se conservent pour continuer sur la carotte. C'est les carottes de supermarché qui restent au frigo pendant 3 jours et après elles sont toutes ratatinées, on ne peut plus rien en faire. Et donc en travaillant avec des producteurs, on a des carottes qui au frigo, elles tiennent 3 semaines, 1 mois et elles sont toujours magnifiques jusqu'à la fin. Et donc c'est aussi intéressant de voir que on dit on mange mal, les gens n'ont pas assez n'ont plus assez d'argent pour acheter à manger. Mais si on travaille ensemble pour avoir des produits de qualité, et ben ça fonctionne. Alors ça fonctionne jusqu'à ce que les personnes n'ont vraiment plus assez d'argent pour l'acheter. Mais tant qu'ils ont un peu le choix, en fait on a tous envie de manger des carottes qui sentent bon la carotte. Tout à fait, oui, c'est effectivement... vous avez abordé plusieurs choses que je trouve, plusieurs points qui sont assez intéressants. C'est effectivement, il y a une problématique financière qui fait que c'est difficile et c'est pas toujours évident pour tout le monde d'aller acheter des fruits et des légumes chez son producteur. Des fois, on va dans le supermarché en se disant c'est moins cher et en fait, la qualité n'est pas là. Et finalement, si on fait le coup à la fin du mois, peut-être que le budget est beaucoup plus élevé que si on va chez son maraîcher parce que alimentation de qualité, du coup, ça permet aussi de répondre mieux à ses besoins physiologiques. Donc là aussi, on s'aperçoit qu'avec le confinement, ça a permis aussi, il y a eu un petit peu un mal pour un bien dans cette période, c'est que les personnes ont plus privilégié aussi les circuits courts, et donc sont plus allés chez leurs producteurs et ont redécouvert aussi des aliments, des produits, fruits et légumes de saison. Donc il y a un peu plusieurs choses finalement qui viennent s'entremêler. Il y a la problématique d'avoir un budget suffisamment conséquent, d'avoir accès quand même à une alimentation de qualité. Et il y a une autre problématique aussi qui s'est posée, puisqu'en faisant justement ce 90 degrés, on a pu observer qu'à plein d'endroits, il y avait la proposition d'ateliers de cuisine. C'est-à-dire, oui, on relocalise, oui, on peut avoir accès à des produits de qualité locaux, mais tout le monde ne sait pas forcément cuisiner. Et c'est pas forcément que les populations en situation de précarité ou des personnes qui seraient issues de cultures différentes, qui viendraient aussi s'installer ici et qui ne seraient pas habituées à ces légumes, ou même nous, pas habitués à des légumes anciens. C'est aussi les personnes qui sont riches, on peut les nommer aussi comme ça,
qui, parce que voilà, il y a une facilité à acheter du tout fait, ou parce qu'il y a une contrainte du travail, des contraintes horaires, etc., où il y a une éducation, je vais dire, en mode plat cuisiné, parce que, voilà, pour plein de raisons. Donc je blâme pas, hein, je fais juste un constat de ces différentes problématiques. Et effectivement, il y a ce besoin, comme il y a besoin d'apprendre à planter des légumes. Moi, je me souviens lors d'une intervention, une personne qui disait on a mis à disposition un terrain, on fournit les graines et finalement personne ne vient. Oui, mais on leur a pas posé la question de savoir s'ils savaient planter des carottes, des choux, des tomates, etc. C'est pas inné. La cuisine, c'est un peu pareil, ça s'apprend finalement. Donc comment, voilà, est-ce que vous avez témoigné un petit peu de ces exemples d'ateliers de cuisine? Est-ce que c'est pas aussi un potentiel secteur de développement de l'archipel, de pouvoir proposer des ateliers de cuisine aussi localement? Est-ce que c'est quelque chose qui est envisagé, qui pourrait être réfléchi, qui pourrait se mettre en place? Du coup, comment la commune pourrait aider à ça aussi pour la mise aux normes? On est confronté à une problématique court terme, c'est si on veut un atelier vraiment aux normes, ça coûte, ça coûte cher. Là, on se destine plutôt, on s'est rendu compte que le moteur de l'assaut, le moteur du projet, c'était la convivialité. Et donc l'idée, c'est d'avoir plutôt un lieu qui permettra de mener ces ateliers de manière conviviale. Voilà, si on a une session de sauce tomate à faire, le fait de la faire tous ensemble et de manière conviviale. Donc dans un premier temps, ça va être ce type d'atelier. Fatih aussi, qui est présidente de l'ASSO, même plusieurs membres de l'ASSO mènent des ateliers de temps à autre sur des thématiques précises. Donc ça, c'est déjà fait, mais on aimerait entre guillemets, le sacraliser dans un lieu mais qui gardera cette convivialité. On ne sera pas encore sur un lieu de transformation. Atelier de cuisine, pour apprendre à cuisiner. Vraiment atelier. C'est vrai que c'est un autre lien, c'est de recréer du lien social qui s'est aussi perdu. Alors pas que depuis le confinement, hein, aussi avant, avec les rythmes de vie, avec le temps passé devant les écrans. Et c'est aussi finalement réapprendre, remettre l'alimentation dans sa vie au quotidien, c'est aussi recréer du lien, parce qu'il y a des ateliers de cuisine, il y a des ateliers faire ses semences, il y a des ateliers jardinage. C'est... En tout cas, pour l'instant, ça va être ce sujet-là. Et si à terme, on arrive à faire une phase 2 avec un atelier de transformation, etc., on sera les plus heureux. Mais en tout cas, on essaie d'avancer étape par étape. Oui, peut-être que l'atelier de transformation, ce sera aussi une échelle plutôt interco ou département, pourquoi pas. Oui, ce côté mutualisation, je pense qu'il est aussi à prendre en compte. Surtout sur des terres où on ne va pas pouvoir produire, comme tu disais, peut-être mutualiser les productions. On sait qu'on a un gros producteur de fraises à Villeneuve. Voilà, peut-être mutualiser et éviter de faire de la fraise à Kem en tout cas, pas à grande échelle. Je crois qu'il a reçu quelque chose comme 300 pieds, non? Mais sur ce mode, donc il y aura un peu de fraise à Kems quand même. En tout cas, voilà, peut-être réfléchir à ça aussi. Ok, est-ce que vous voulez compléter par rapport aux expériences réseau Cocagne Alors sur le réseau Cocagne, ou en tout cas sur les jardins de la montagne verte à Strasbourg, au moment où on a créé l'exploitation, en fait, ce qui nous a semblé important, c'est le consommateur, il consomme comme il a pris l'habitude de consommer. C'est-à-dire qu'il faut que ce soit beau, il faut que la courgette elle ait 22 cm, en tout cas moins de 22 cm, il faut que la tomate brille. Et donc si vous voulez l'habituer à manger différemment, il faut l'éduquer. Et ça, l'instruction, ça prend du temps. Et du coup, nous, on vend à la grande distribution, puisqu'on est référencé pour Biocoop sur le plan national. Et du coup, les légumes qui nous restent en fait de l'exploitation, quand on récolte, en fait, si vous récoltez pas la courgette avec des gants, vous la griffez vite fait, parce qu'on va vite, parce que c'est compliqué, parce que voilà. Et donc, il suffit de pas les mettre dans le bon sens et elles se collent et on arrache le verre de la courgette. Les tomates qui vont être bien dans un carton parce qu'on va en mettre un certain nombre, parce que c'est comme ça qu'on nous les commande, eh ben, ça va se poser comme ça. Et tout le reste, en fait, ça va être, comme on l'appelle, déqualifié. Et nous, très vite, on a trouvé dommage de déqualifier des légumes, même si on en donne pas mal au circuit caritatif, Resto du Cœur, la Croix-Rouge, etc. On a un abribus à Strasbourg à qui on fournit également. Et on a décidé en fait de créer un labo de transformation où on a commencé d'abord par des conserves.
Non, ça va. On a commencé par des conserves. Donc, on conservait nos tomates parce que l'autre difficulté qu'on a aussi quand on produit, merci, quand on produit, c'est que le plan de culture d'été, où ça pousse tout seul, c'est là où on a le moins de monde qui mange. Alors, vous allez me dire, mais pourquoi? Ben, ils partent tous en vacances. Et donc, du coup, on a des productions, un surplus de production qu'on ne va pas pouvoir garder jusqu'à ce qu'ils reviennent. Donc, il va bien falloir trouver une solution pour pouvoir transformer et garder cette production. Donc, nous, on est très vite passé sur les produits en fait, d'été qui arrivent parce que la température est bonne, parce qu'il y a de l'eau, parce que ça marche bien. Et ben, les courgettes, les tomates, les aubergines, les concombres, etc., et les cornichons, il va falloir leur trouver un débouché. Donc, nous, on est très vite arrivé sur le labo de transformation pour des conserves, pour des productions salées sucrées, puisqu'on a du petit fruit et des fruits. Et puis ensuite, depuis 2010, on propose une prestation de traiteur végétarien. Donc c'est vrai que ça nous a permis en fait de recycler tout ce qu'on avait sur l'exploitation et qui ne pouvait pas profiter soit à un public en difficulté, soit aller vers la grande distribution, etc., etc. Donc c'est une solution. Et ensuite, on s'est dit, bah, tiens, notre consommateur, on a peut-être... parce qu'il est consommateur, pas toujours consommateur, comme on le dit dans le réseau Cocaine. C'est vrai qu'on a envie qu'il soit consommateur, mais il ne l'est pas toujours. Et il ne faut pas forcément lui imposer ça. Donc notre consommateur, des fois, il a juste envie de se dire, tiens, si on m'explique comment manger 10 fois de la courgette différemment, parce que le problème, c'est qu'on va lui en mettre 10 fois dans le panier, même si on fait une semaine sur 2, c'est qu'on va lui mettre de la courgette. Et en hiver, il va avoir du chou, de la betterave, des navets, des panais, etc. Mais même en diversifiant, eh bien, la consommation de saison est locale. Eh bien, quelquefois, c'est barbant. Donc, qu'est-ce qu'on va bien pouvoir proposer et comment est-ce qu'on va pouvoir faire pour pouvoir cuisiner? Et c'est là que les ateliers sont intéressants. Alors, nous, on a bien sûr un animateur qui fait ça, mais on a surtout créé un partenariat avec des restaurateurs, soit gastronomiques, soit étoilés, qui du coup jouent leur carte de visite. Ils font en même temps leur RSE, la responsabilité sociétale des entreprises, parce que non seulement ils sont venus aider une pauvre association qui ne sait pas faire à manger ni expliquer comment manger, mais en plus ils vont expliquer à des consommateurs qui, eux, sont des consommateurs avertis qu'il faut vraiment consommer comme ça, cuisiner comme ça les légumes, mais qui du coup vont faire un petit discours, on fait un petit temps de presse de temps en temps avec eux, et du coup c'est du donnant-donnant, quoi. Donc c'est assez chouette, et on a ces ateliers, ils sont pleins tout le temps. Et on table sur, je fais du cru, je fais du cuit, je fais des entrées cuites, des cuidités, etc., des desserts, y compris avec les légumes. Et c'est vrai que du coup, il y a une espèce d'engouement parce que le consommateur, du coup, il passe d'un magasin et puis il va prendre les légumes qu'il a testés et il va peut-être en prendre plus, etc. Donc du coup, c'est là où je dis l'exploitation plastique, c'est aussi ça. On peut pas demander à un maraîcher, à un producteur de vendre. Il ne sait pas vendre. C'est pas facile. Donc c'est pas son métier. On lui demande de produire quelque chose de bon, quelque chose qui va nous nourrir. On lui demande de s'occuper de ses terres. On lui demande, il a les aléas de la météo. Il se prend une claque par la pluie. Il s'est pris la grêle. Moi je me suis pris la grêle. Donc je veux dire, on est peut-être des héros du verre, mais ça suffit pas. Donc vendre, il sait pas faire. Et c'est là où il faut peut-être réfléchir à des alternatives de comment on vend. Et l'idée de l'achat par la collectivité, chez nous, je ne sais pas si c'est possible, mais de s'engager sur un certain nombre de filières et de se dire qu'effectivement ce qui va être produit va vraiment être utilisé, ça je pense que c'est une vraie garantie pour le producteur. Et ça peut l'aider, ça peut le booster. Donc je suis revenue à travers l'atelier, mais c'est juste pour dire que ça en fait partie, parce que tout ça se relie d'une certaine manière pour que le producteur puisse vivre de son métier. Juste, je vais vous re-questionner toutes les deux parce que ça fait un peu la boucle avec le dernier sujet qui est la gouvernance. C'est, vous pensez à un projet, vous partez de... c'est ça qui est intéressant dans les deux cas, vous partez d'installation de maraîchers, de production alimentaire locale, mais avec un volet aussi social, mais avec un volet qui pour moi va plus loin, c'est-à-dire comment vous pensez finalement la vie du territoire en impliquant différents acteurs pour promouvoir cette question de l'alimentation, qui rejoint aussi les questions de santé, les questions de préservation de la biodiversité. Enfin,
c'est très large finalement quand on commence à tirer le fil de l'alimentation. C'est pas uniquement produire, c'est l'accès au foncier, c'est l'installation, c'est la gestion de l'eau, c'est la question de quelle planète on va laisser à nos enfants en fonction du mode d'agriculture, et donc aussi le volet social éducation, comme je disais. Donc j'ai envie, à travers vos deux témoignages, que vous puissiez rebondir sur comment finalement ce projet d'archipel veut penser cette gouvernance multi-acteurs, comment vous, à la naissance de vos projets respectifs, vous avez pensé et impliqué les différentes parties prenantes pour venir nourrir le projet et l'aider à se développer. Alors, du coup, sur le Pays Terre de Lorraine, ce qui s'est passé au début, c'est qu'il y a plusieurs élus et plusieurs citoyens aussi, qui étaient notamment des travailleurs sociaux, qui ont voulu travailler sur cette question de la précarité alimentaire. Et en fait, la question, c'est de savoir comment ça allait pouvoir s'organiser. Et donc, il y a un comité qui s'est créé, qui était informel et qui est resté informel jusqu'à maintenant, qui s'est créé pour dire tous ceux qui ont envie de parler de la précarité alimentaire, de l'accès à l'alimentation pour tous, on va se mettre ensemble et on va faire un certain nombre de réunions. Et ces réunions vont mener à des choses. Donc ça a mené à deux choses. La première, c'est une charte qui explique qu'est-ce que c'est l'accès pour tous à une alimentation digne et durable, la question de la dignité, de la participation, comment on définit la qualité d'un aliment, qu'est-ce qu'on dit sur est-ce qu'on fait des ateliers cuisine ou est-ce qu'on fait pas quelque chose qu'on appelle atelier cuisine, parce que les gens qui sont dans la précarité, souvent ils en ont un tout petit peu marre de s'entendre dire qu'ils savent rien faire et qu'ils doivent tout apprendre. Et du coup, c'est toutes ces questions-là en fait qui ont été décrites avec un an de réunion pour écrire une charte qui vraiment regroupe toutes vraiment cette vision éthique de la situation. Et c'est autour de cet accord sur les valeurs, sur l'éthique et sur les premières actions qui se sont mises en place que les gens se sont retrouvés et ont pu commencer à travailler ensemble. Donc, ce qui s'est passé, c'est bien sûr, il y a des gens qui sont partis au bout d'un moment. Par exemple, des gens, dans notre cas, qui auraient la position de dire il faut que du bio, sinon ça ne vaut pas. Notoirement, dans notre discussion avec les personnes en précarité qui n'ont pas beaucoup d'argent, ça ne pouvait pas coller. Des personnes qui avaient des positions plus ouvertes, ça s'est très bien passé et on continue de travailler ensemble. Mais c'est vraiment un peu l'alignement des valeurs qui fait que les personnes sont restées dans le collectif et que d'autres sont venus dans le collectif. Et au fur et à mesure, c'est surtout aussi le fait d'avoir des actions qui sont mises en place. On a des actions donc d'achats groupés, de jardins nourriciers, beaucoup d'actions autour de la lutte contre les préjugés à travers la parole des personnes qui vivent des situations de précarité. Et donc c'est ces actions-là qui regroupent en fait les personnes qui motivent à dire oui, on fait quelque chose, et notamment aussi oui, à la fin, on a quelque chose à manger, notre alimentation s'est améliorée, où on voit qu'on avance, que le projet avance. Par exemple, on a fait une pièce de théâtre qui s'appelle Les mots de la faim et qui a donné la parole aux personnes en situation de précarité sur c'est quoi l'accès à l'alimentation quand on n'a pas d'argent. Et ça a été vraiment un travail vraiment très impressionnant de la part de toutes les personnes qui se sont impliquées pour arriver à ces représentations. Il y a eu des représentations sur le territoire, sur le reste du département, pour aussi essaimer avec le reste du département, et même une représentation à Paris. C'était un peu la consécration de cette troupe-là. Et c'est aussi, en fait, c'est des personnes qui sont en situation de précarité, qui ont raconté leur histoire et qui ont appris à être acteurs pour que ça se passe, et qui ont pu, en fait, vivre ce moment de dire... Finalement, quand on est en précarité, on parle jamais de nous, on nous laisse jamais parler. Quand on arrive et qu'on dit « qu'est-ce que vous faites ? Ah, je suis au RSA », personne nous demande des précisions sur la situation. Et là, c'est le moment où on a été sous le feu des projecteurs et on a pu parler aussi à travers toutes les rencontres qui ont lieu avec cette pièce-là. Et donc, c'est le fait, pour les personnes en précarité, aussi pour les travailleurs sociaux qui les accompagnent, pour les bénévoles associatifs, pour plein de personnes qui sont intéressées sur cette question-là. Donc, nous, on a cet axe précarité.
Et donc, c'est tout ce qui se passe autour qui fait que le collectif reste ensemble et que ça avance tous ensemble aussi. Ouais, aussi sur, vraiment sur le fait de dire on est en réseau et on fonctionne ensemble. Ça vient petit à petit, en fait. Ça vient parce qu'il y a telle activité qui a plu à une personne. Du coup, elle a invité sa voisine à venir. Et ça se fait petit à petit. Et c'est aussi des liens qui ont pu se tisser entre les structures institutionnelles, les associations, les communes, petit à petit, parce que justement, il y a quelque chose qui se passe sur le territoire. Et ça leur donne un outil, en fait, dans leur travail. Nous, c'est le cas avec les assistantes sociales des maisons des solidarités ou d'autres outils qui existent. Le fait de dire les personnes qui ont des situations de précarité alimentaire et qui ne veulent pas aller à l'aide alimentaire, vous pouvez leur parler de jardins nourriciers, d'achats groupés, et elles peuvent se diriger vers ces endroits-là aussi. Et du coup, pour ces travailleurs sociaux, c'est super intéressant d'avoir une vraie accroche pour pouvoir commencer à travailler, à offrir vraiment des solutions aux personnes aussi en précarité. Je pense que ça fait un peu le tour de ce que je voulais dire. Je passe. Merci. Alors pour ma part, en fait, il ne peut pas y avoir de social sans l'économique. En tout cas, sur l'expérience des jardins à Montagne Verte, nous, pour vous donner un peu une idée de notre budget, 2022, c'est 3,5 millions. Donc, parce que nous avons des salariés, il faut payer, même s'ils sont en insertion. Du coup, c'est un système bicéphale. Il faut à la fois produire de l'insertion pour accompagner des gens, et il faut à la fois produire un produit, un bien ou un service, parce que c'est ce qui nous fait vivre. Parce que c'est important, ça. Moi, ce qui me semble important, c'est que le porteur de projet, c'est moi, aujourd'hui. J'espère qu'il y aura quelqu'un d'autre après. Mais c'est parce qu'en fait, on installe quelqu'un qui va porter le projet, dont c'est la vocation aussi, je dirais, intrinsèque, collée au corps, parce que c'est important. Il y a l'élément bicéphale entre la partie économique et la partie sociale, parce que l'économique permet de faire ce social. C'est le sens qu'on peut donner à une activité. C'est le sens qu'on peut donner à la production. C'est le sens qu'on peut donner aux consommateurs, aux citoyens, à une collectivité, et du coup à un écosystème complet. Donc c'est important de le poser comme ça, mais parce que pour moi aujourd'hui, ce qui peut être intéressant sur les expériences en fait des jardins partagés, à Strasbourg, j'y reviens, à Strasbourg il y a 7000 jardins familiaux et il y a une liste d'attente de 6 ans pour en avoir d'autres. Donc juste pour vous dire que ça se développe. Sur les jardins partagés, sur moi ce que j'ai pu vivre, puisqu'on a toujours nous des animateurs qui accompagnent ces projets. En fait, c'est une question de rencontre. À un moment donné, vous avez un groupe, ça match, c'est super, c'est mythique, vous voyez, mais mythique pour développer un jardin partagé. On s'aime, on travaille ensemble, on a envie de partager des moments, et puis on a 2 déménagements. Tiens, c'était le plus fort, celui qui tenait bien, celui qui mettait de la cohésion, celui qui mettait de la colle, celui qui faisait un peu consensus. Mais du coup, comment vit ce projet-là? Donc si on doit installer quelque chose, il faut penser pérenne, il faut penser viable, il faut penser économique, il faut penser citoyen. Parce que sinon, ça ne tient pas la route dans la durée, ni pour les gens, ni pour le terrain, ni pour la collectivité, ni pour les élus qui ont porté ce projet. Donc c'est important de se dire... Mais finalement, qu'est-ce qu'on veut? Quel sens on donne à ça? Pour que demain, dans 5 ans, dans 10 ans, eh bien ça continue, ça marche, ça a bougé, ça a grandi, ça s'est dimensionné différemment, ça a pris des périmètres différents, ça a intégré des choses qu'on n'a pas imaginées, mais je pense que l'important, quand on installe quelque chose, c'est qu'il y ait un porteur de projet et qu'on ait une idée effectivement de ce qu'on veut faire et de la durée et du temps qu'on se donne pour développer tout ça et surtout pour l'installer. Parce que sinon, ça ne tient pas dans la durée. Sinon, on se raconte des choses, super, on partage, mais du coup, mais c'est quoi la suite? Pardon, je me suis un peu... Non, mais je vais pousser encore plus loin finalement. Si vous aviez un conseil, je vais m'adresser à toutes les trois, parce que quand l'article sur KEMS dans 90 degrés a été écrit, il y avait cette question de l'entre-soi, d'où le fait d'avoir mis la question de gouvernance et de gouvernance multi-acteurs inclusive au cœur du travail de demain. C'est le maire, dans son témoignage, dans son interview, disait
organise des réunions publiques, des temps publics, etc. Mais on a toujours les 4-5 mêmes personnes qui viennent. Et c'est difficile de faire venir d'autres populations. Donc, le faire venir est déjà une première chose. Est-ce qu'il faut vraiment faire venir ou est-ce qu'il faut aller à la rencontre d'eux? Moi, j'aurais envie de vous demander, toutes les trois, si vous aviez un conseil à donner au projet de l'archipel de Kemps sur comment penser son grandissement et l'inclusion, quel serait ce conseil? En termes aussi très pragmatiques, c'est-à-dire, je vous entends par exemple sur Réseau de Cocagne, il y a une notion de temps, il y a une notion de penser le calendrier, mais entre ce qu'on pose par écrit et la réalité, quel est le conseil que vous pourriez donner pour justement penser cette approche systémique et cet enjeu multi-acteurs? Alors, juste une petite anecdote, moi je viens d'un pays qui s'appelle le Maroc, et là-bas on pratique la démocratie monarchique. Donc juste pour vous dire qu'il y en a un qui décide pour tous les autres. Chez nous aussi. Et l'idée, c'est juste de ne pas être là. Et c'est vrai que les gens qui occupent l'espace sont ceux qui vont être là. Et du coup, l'idée, c'est comme l'insertion. C'est comment on libère de l'espace pour que les gens qui ne sont pas là, qui n'ont pas leur place, puissent la prendre. Ben ça, c'est des méthodologies qui existent. Hein. C'est un travail de fond qui existe, qu'il faut faire. Mais il faut avoir les cojones pour le porter politiquement. Et de pouvoir après pouvoir le faire et se sentir aussi un peu bouger dans sa posture, changer, réfléchir, re-questionner. Et donc ça, c'est important de pouvoir le faire. Donc il y a des méthodes et c'est possible. Un des leviers, je trouve, qui est intéressant, c'est l'entrepreneuriat, les entreprises. Quand elles sont partie prenante, quand elles sont là et qu'on peut effectivement les inviter parce que c'est intéressant, parce que c'est important. Et parce qu'on va leur proposer des choses pratico-pratiques intéressantes. Parce que c'est vrai, je disais tout à l'heure, on peut partager des choses, mais ça ne suffit pas. Donc c'est vrai que la méthodologie, c'est de se dire comment on imprègne tout le monde. Est-ce que d'abord tout le monde est informé? Ou est-ce que finalement on se gausse chacun parce qu'on a réussi à faire venir la presse, parce que, pardon, excusez-moi, parce que vous avez écrit un article, parce que... Voilà, on a parlé de vous. C'est parce pas la que... presse, ça c'est nous. Ah ben, bravo. Non mais voilà, mais qu'est-ce que c'est en fait et qu'est-ce qu'on recherche? Et quand je parlais du sens, c'est vraiment ça. Le sens, c'est quoi? Parce que s'il faut effectivement toucher la population que vous avez envie de toucher, eh ben, va falloir se coltiner une autre méthode. Et c'est peut-être pas celle-là, parce qu'elle marche pas. Parce que si vous avez les mêmes tondus et 2 pelés, eh ben c'est que ça marche pas. Et c'est que Kemps, il n'y a pas 3 tondus et 2 pelés. Donc il y a beaucoup plus. Donc du coup, comment on travaille sur cette approche de cohésion sociale pour toucher les publics que vous avez envie de toucher, pour toucher les personnes avec qui vous avez envie de travailler, pour toucher les personnes avec qui vous avez envie de monter ce projet, pour qu'ils vivent, parce que c'est eux qui vont le faire vivre aussi. Donc j'ai ni baguette magique, ni boule de cristal, mais en tout cas, ce que je sais, c'est qu'on peut travailler en se passant de tout ça. Mais la méthode, elle est à avoir à la fois du terrain et puis aussi à réfléchir d'en haut. Et je pense que ça, c'est important de pouvoir se le poser. C'est comment on fait pour fédérer. Qu'est-ce qu'on met en œuvre pour fédérer? Et fédérer, c'est pas facile, mais c'est possible, mais pas que en réunion, je ne sais plus comment vous les avez appelés ici, mais... bravo, ça marche pas le public. Donc j'ai pas de recette, hein, mais voilà. Mais il faut quelqu'un qui soit charismatique, qui porte ça, qui soit, je sais pas moi, qui donne du sens, de l'envie, de la philosophie, voilà, du punch quoi. Pas du tout comme toi. Non, mais... pas du tout. Alors moi je voudrais apporter des éléments qu'on a travaillé en fait avec notre collectif les personnes qui sont venues, qui sont des personnes en situation de précarité, des accompagnants, soit professionnels, bénévoles, sur cette question de comment on fait pour participer, comment on fait pour que la participation soit possible. Et donc je vous ai déjà parlé des actions qui avancent, du concret. Ça c'est une des premières choses qui fait que les gens ont envie de participer, c'est parce qu'il se passe quelque chose. Et des valeurs qu'on partage, qui sont portées ensemble dans le projet, c'est très très important aussi. Et puis, dans le cas de l'inclusion de personnes qui sont plutôt d'habitude à l'extérieur, qui n'ont pas l'habitude de faire partie des grands projets, de la vie de la cité en général, il y a cette question en fait de l'importance du premier contact.
de comment on va chercher les gens, comment on leur parle, comment elles se sentent comme ça, comment elles sont accueillies la première fois qu'elles viennent. Et une des choses que les personnes nous ont dit, c'est je suis arrivée à cet endroit-là et personne m'a regardé, personne m'a dit bonjour, du coup je suis repartie et je suis jamais revenue. D'autres personnes ou d'autres situations, c'est quand la personne dit je suis là et je me suis rendu compte que je suis quelqu'un. Je suis pas forcément quelqu'un d'important, mais je suis quelqu'un qu'on écoute. Et ça change quelque chose dans le processus de participation. Donc une des autres questions qui est vraiment prégnante aussi dans le travail de participation, dans tous les cas, c'est la place et la place des personnes par rapport aux experts. Quelle place on donne aux experts, quelle place on donne aux personnes et comment on travaille les uns avec les autres aussi. Donc c'est à construire, il n'y a pas de solution magique, c'est un travail de longue haleine et c'est sûr, mais c'est vraiment cette idée de dire que la participation c'est toujours un processus dynamique et voilà, c'est un truc qu'il faut favoriser, il faut trouver comment étape par étape, avec quels moyens on arrive à le favoriser. Et donc c'est ça, les conditions de la participation qu'on essaye de mettre en place sur Terre de Lorraine et que vous arriverez certainement à mettre en place aussi ici. Non mais ça vaut le coup d'y aller, hein, vraiment. Non, franchement, c'est top comme projet. Ça vous crée une galaxie et des planètes incroyables. Donc, mais vraiment, il faut persévérer. Il faut lâcher du pouvoir pour que d'autres puissent en prendre. Ouais, bon, c'est ce que je voulais pas dire directement comme ça. Ça y est, c'est dit. Moi, je ne vais pas en rajouter là-dessus parce que je suis vraiment sur la technique de la gouvernance plus foncière. Du coup, je ne suis pas directement avec des consommateurs parce que nous, on installe des paysans qui font leur modèle économique, qui ont leurs débouchés, qui décident de leur stratégie d'entreprise. Si, voilà, s'ils vont vendre à des restaurants ou à des restos co, ou etc. Par contre, y a cette question de la propriété collective chez nous, de faire de la terre un bien commun. Et bon, je vois bien que les personnes qui participent au financement des fermes, on a acheté quasiment 300 fermes en France avec le modèle Terre de Liens, c'est forcément des gens qui ont de l'épargne à placer. Donc déjà, notre public cible épargnant, c'est déjà des gens qui sont dans une classe moyenne, voire supérieure. Et après, je vois que en local, les adhérents qu'on a et les bénévoles qu'on a, c'est des gens qui sont par contre de tout autre, tout type de milieu, de culture et d'origine. Et voilà, pour donner par exemple 2 exemples, peut-être c'est des gouvernances alimentaires ultra locales, hein, mais juste autour de fermes qu'on a pu acheter. Nous, on est propriétaire de la ferme du Brésoir à Aubure. C'est une ferme avec 40 hectares de prairies. Le fermier a des vaches vosgiennes pour faire du lait et du fromage. Et il se trouve très très isolé dans sa montagne, à 700 mètres d'altitude, à travailler seul sur sa ferme. Il s'est aussi rendu compte que, au-delà de faire des fromages, en fait, il entretient tout un paysage et que ce travail est quand même très peu rémunéré. Et donc, il a dit, moi, je suis sur une ferme Terre de Liens, je vais en profiter. Est-ce que vous pouvez m'aider? Est-ce qu'il peut y avoir des bénévoles qui montent, un groupe local de solidarité qui se monte autour de moi? Et du coup, c'est des rencontres encore. Hein, et il y a énormément de Mulhousiens, de Strasbourgeois qui montent c'est tous les derniers samedis du mois, un chantier à la ferme. Et du coup, c'est beaucoup d'urbains et de citadins qui sont intéressés, qui se sont liés d'amitié pour le fermier, qui vont aller réparer des clôtures, faire des murs en pierre sèche, travailler plus sur les questions de patrimoine, faire des nichoirs à oiseaux, des choses qui peuvent paraître annexes. Jean-Philippe, aujourd'hui, il dit je peux vivre sans. Ça vient pas m'aider pour ma production, mais en fait c'est le moral qui tient grâce à ça, et c'est mon lien social. Et voilà, c'est vrai qu'il y a aussi une précarité sociale chez les agriculteurs. Quand on parlait de logements sociaux tout à l'heure, j'avais envie de dire il faut surtout en réserver pour les futurs agriculteurs que vous allez installer, parce que où est-ce qu'ils vont habiter? J'ai plein d'amis qui travaillent Saint-Louis agglomération ou autre, qui n'habitent pas le territoire. C'est impossible d'accéder à la location ou à la propriété. Donc voilà, sur la ferme des Champs de la Terre, qui est une ferme dont on est propriétaire aussi de 40 hectares de maraîchage, cette fois-ci à Colmar, sur les très bonnes terres maraîchères. Le fermier, il ne voulait pas voir de bénévoles débarquer sur sa ferme, il avait son entreprise, ses 40 salariés, ses débouchés, etc.
Et puis après 10, 12, 15 ans d'installation, son entreprise, ça y est, il peut dire qu'elle est stable et qu'il peut un peu dormir tranquille. Voilà, aujourd'hui, il développe, la ferme devient refuge LPO avec un plan de gestion de biodiversité et on va faire venir des bénévoles qui vont apprendre à faire des nichoirs, à faire voilà, toutes ces questions-là. Donc voilà, penser peut-être aussi à différentes échelles et concret. Du coup, si des fois on peut travailler juste autour d'une ferme et que c'est de là que va tout partir. Enfin, chez vous, j'imagine que c'est un peu ça qui s'est passé aussi autour d'initiatives isolées. Et tant pis, si on travaille dans la marge, c'est déjà ça, quoi. Enfin, en tout cas, voilà, nous, à Terre de Liens, c'est un peu notre philosophie, puisque le but n'est pas de racheter la terre entière, et donc de faire exemple avec les 300 fermes déjà existantes, et de montrer que ça peut marcher, que des citoyens peuvent reprendre la main sur le foncier agricole et orienter son activité. Voilà. Merci. Je vais donner peut-être le mot de la fin à Brice parce que je viens de me rendre compte qu'on avait légèrement dépassé le timing, mais Moi, légèrement. J'ai envie de dire merci. Merci pour le partage déjà. Ça va nous nourrir pour demain et pour les ateliers qu'on va mener demain. Et surtout, c'est motivant parce que ça résonne un petit peu avec ce qu'on vit. C'est que oui, on est parti d'un jardin partagé qui est devenu un Gasper, qui est devenu aujourd'hui l'Archipel, avec tous les acteurs qui sont autour. Et là, on est ici aujourd'hui pour passer ce fameux cap-là qui nous empêche un petit peu d'aller aussi vite que ce qu'on a pu le faire jusqu'à maintenant, c'est professionnaliser et rendre pérennes les actions. Et on se nourrit de tout ce que vous nous avez donné comme info, et un grand merci. Un grand merci en tout cas. Et un grand merci à tout le monde.